Bonjour les circadiens, j'espère que vous avez une belle énergie. Aujourd'hui, pour l'épisode numéro 35 du Circadien Podcast, j'ai le plaisir de recevoir un de mes mentors, Pierre Dufraisse. Pierre est un préparateur physique et mental, conférencier, chercheur indépendant, mais surtout directeur du Centre de l'Hormèse, une école qui a pour but de former à l'autonomie de la pensée et au renforcement. Alors j'avais déjà fait un podcast avec Pierre il y a presque 2 ans maintenant. Je l'ai aussi connu il y a de nombreuses années via sa chaîne YouTube Verisme TV, une chaîne où il parle beaucoup de vulgarisation au niveau des neurosciences et de la physiologie. Et dans ce podcast, on va principalement parler de la conscience et de l'esprit. On va voir un petit peu comment fonctionne notre esprit avec une approche neuroscientifique dont Pierre va développer. On va parler un petit peu des croyances limitantes, de peur, de conditionnement. Donc on va voir un petit peu vraiment en détail comment fonctionne l'esprit, qu'est-ce que c'est la conscience finalement, parce que on va se rendre compte que c'est quelque chose de très nébuleux, c'est difficile à mettre une définition sur la conscience. Et ce podcast permet aussi de parler d'un événement qui aura lieu très prochainement. Ce sera à Paris le 24 et le 25 août au théâtre Donou, qui sera organisé bien sûr par Pierre Dufraisse et par Steph Gentis. Cet événement s'appelle Réveil et ce sera un week-end consacré justement à la méditation et à la conscience. Donc on aura d'un côté Pierre qui va proposer une partie plus théorique de la conscience, de la méditation, notamment avec ses recherches sur les neurosciences et la physiologie. Et d'un autre côté, on aura aussi Steph Gentis, que j'ai également reçu sur mon podcast il y a quelques mois déjà. Steve, c'est un cascadeur, c'est un acteur, c'est un artiste martial et aussi un expert dans tout ce qui est entraînement de l'esprit et de la conscience. Et du coup, Steve s'occupera plus de l'aspect pratique avec des exercices de méditation concrète. Pour en savoir plus sur cet événement et réserver vos billets, vous pouvez cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo en description. Et sur ce, je vous laisse dès à présent avec cette discussion cosmique, comme on aime le dire, et je vous souhaite une très belle écoute. Action! Bon, tu sais, je commence toujours mes podcasts comme David Nicolas le faisait, avec son petit tour d'inclusion. Tu vois, je trouve ça très bien comme porte d'entrée pour un podcast. Donc bah là, je te pose la question, dans quelle énergie tu viens aujourd'hui? Euh, voilà, tout simplement. Ouais, l'énergie bouillante. Mais en fait, depuis le congrès où on s'est vu, je suis pas redescendu. Je suis resté dans une énergie très Hmm. positive, tout d'abord, elle est relativement positive maintenant. Mais après, là, je suis à Paris aussi. J'ai passé du temps dans le sud de la France où j'avais mon frère Slim, Nomad Slim, qui est, comme tu le sais, la définition même de l'énergie incarnée dans un corps. Donc, ça bouillonne tout le temps, ça bouillonne tout le temps. Là, je vais à Paris, là, bah, tu connais la vie parisienne, il y a du bruit, il y a tout le temps des gens, il y a tout le temps, toujours en tension. Et depuis le congrès, je sais pas si c'est l'effet post-congrès, mais je me fais interviewer tous les jours. Donc c'est sans cesse des interviews. Toi, c'est moi qui suis venu vers toi, et si tu veux, on fait un épisode. Mais c'est sans cesse des sollicitations que j'adore parce que ça permet d'échanger avec quelqu'un, ça permet de s'enrichir mutuellement. Donc j'ai une énergie forte là. Ouais, une tension qui est haute. Et toi? Magnifique. Bah écoute, moi je c'est comme l'année dernière, tu sais, je t'avais dit que j'avais quitté mon appartement pour faire du stop, etc. Et bah là, à la fin de la semaine, je redéménage. Ok. Parce que là, je suis toujours chez ma mère et que c'est une location saisonnière. Donc là, pour l'été, je dois partir. Et donc là, je retourne dans la volatilité, dans le chaos. Là, je vais aller emménager sur Grenoble. Je vais être hébergé par des copains, tout ça, des amis. Mais je suis vraiment en roue libre. C'est-à-dire que j'ai pas encore les revenus pour avoir mon propre appartement. Donc là, je compte un peu sur les amis, être hébergé un peu, tout ça. Donc il y a un mélange de stress en même temps d'excitation. Ce goût pour la volatilité et le chaos dont tu nous apprends à aimer. Donc voilà, pour l'instant c'est un peu le flou artistique, tu vois, ce qui va se passer cet été, avec quelques petites choses planifiées, mais j'aime bien parce que on se sent vivant en fait quand on sort de cette routine, tu vois, on en avait déjà parlé dans le premier podcast, tu vois, cette routine dans laquelle je suis constamment, et le Mhm. fait des fois de juste de créer de la volatilité, comme je l'ai fait avec le stop l'année dernière, où là en fait tu es obligé d'être dans le présent parce que t'es pas dans le familier, dans le connu, donc tu es obligé d'être en alerte. Mhm. Et moi, je vois à quel point ça rend vivant, à quel point on se déconditionne, on arrête d'avoir les mêmes pensées ruminantes. Et du coup, voilà, c'est un mélange d'excitation, mais aussi de peur, d'incertitude, et ça me plaît. Ah, génial. Je suis content d'entendre ça. Content, hein, parce que c'est vrai que c'est le voyage et l'aventure, c'est ce qui, en effet, c'est ce qui représente le mieux l'aventure de la vie. C'est-à-dire, tu sais pas qui tu vas rencontrer, tu sais pas où tu vas dormir, comment ça va être. Rien que là, à Paris, je marchais et tout d'un coup, il y avait un marché plein air.
tu sens le bouillonnement des gens. Je repense toujours à Ido Portal qui se dit que quand je vais à Paris, moi je mets un gros sac à dos et mon but c'est d'éviter tout le monde. C'est toujours dans son mouvement. Mais c'est presque impossible, quoi. Tu prends des coups, tu fais un peu attention à tes affaires, tu regardes les fruits et légumes, t'es tout le temps sollicité. Et dans ce bouillonnement-là, même si tu sais que sur le long terme ça va t'épuiser, en fait, t'es aussi heureux. T'es aussi pleinement à savourer chaque instant, exactement comme tu viens de le dire. Donc c'est super. Et si je peux juste me permettre, je sais que c'est ton interview à toi, mais je te pose une question. Vas-y. Un an depuis qu'on s'est pas parlé, un an juste après le festival, maintenant un an juste après le congrès. Comment tu vois ton évolution là en 12 mois? Je me suis beaucoup détaché tu sais, de cette routine, de ces pensées ruminantes. J'ai pris encore plus de recul sur moi-même, sur mes comportements qui pouvaient être très rigides. Et, euh, et en fait, je me suis appris à me connaître, tu vois. J'apprends, je sais maintenant que je suis capable d'être dans le chaos et de trouver des solutions. Et en fait, ça me permet moi aussi, j'ai une tendance où je peux vite être anxieux, ruminer, à essayer de prévoir, tu sais, le futur. Ça, c'est très propre au cerveau, hein, pour sa survie. Mais du coup, maintenant, une autre partie de moi qui est capable de se dire, de toute façon, Dylan, t'as les ressources. Si demain il y a un truc qui se passe, en fait, tu sais le gérer. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé dans ma vie et depuis aussi que j'ai quitté mon appartement, tout ça, j'ai vécu tellement de choses. Je me suis rendu compte que, tu sais, ce truc que Paulo Coelho dit dans L'Alchimiste, quand tu désires vraiment quelque chose, l'univers conspire pour t'aider. Et en fait, tu te rends compte que dans ces moments-là, il y a un truc qui te guide. Je peux pas l'expliquer, tu vois, mais il y a des synchronicités, il se passe des choses, comme tu dis, des sérendipités. Et il se passe des choses, et en fait, ça me donne confiance en la vie, tu vois. J'ai de moins en moins peur dans le futur en me disant, même là, tu vois, je te dis que j'ai peur un peu dans le futur, comment ça va se passer, mais il y a une partie de moi qui dit, tout va bien. Comme tu l'as dit aussi dans ta conférence au congrès, tout est juste. Tu vois, tout est ok, ça va bien se passer, en fait. Et même si je vais traverser peut-être des moments de galère, des moments difficiles, dans tous les cas, je sais qu'ils sont là pour me faire grandir. Et que plus tard, rétrospectivement, je me dirai en fait, ça m'a servi. Magnifique. Oui. euh, Dali m'avait posé cette question une fois, c'était comment ne pas échouer sa vie. Et en fait, y a pas y a pas de deuxième voie à échouer, tu vois, il y en a pas deux, il y en a pas trois, il y a qu'une seule vie, quoi, il y a qu'une seule aventure. Mm. Le seul truc qu'on peut échouer, entre guillemets, rater de faire, c'est de pas accepter, en fait, ce qui nous arrive sur cette aventure-là, sur ces voies. On est sur des rails, il va t'arriver des choses bien, des choses moins bien, des mauvaises rencontres, des bonnes rencontres, mais en fait, comme donc Paul Feyerabend, c'est lui que je cite dans la conférence, everything goes, tout va, en fait, tout est important, que ce soit une nouvelle idée qui émerge, t'as dit quelque chose de très très important et peut-être que les auditeurs passeront à côté, c'est pour ça que je vais le répéter, tu dis trouver des solutions dans le chaos. Euh, et en fait, il y a que des solutions, que dans le chaos qu'on trouve des solutions. Dans le confort, il n'y a pas de solution. Hein. Dans le Mm. confort, vous allez juste répéter ce que vous connaissez. C'est tout. Assis sur le canapé, là, je vais pas trouver quelque chose de nouveau. Il faut que je me bouge, il faut que je rencontre des gens, il faut que je sorte dehors, etc. Et là, pop, comme si je connectais les points, quelque chose de nouveau qui va émerger. Donc en fait, il n'y a que la volatilité, l'imprévu, donc ce qu'on peut appeler le chaos, qui va nous fournir l'opportunité, l'environnement propice à quelque chose qui va nous faire grandir, quoi. Quelque chose de nouveau. Dont on pourrait appeler ça des solutions, mais encore une fois, même une solution, tu vois, est-ce que c'est comme les mauvaises choses, tu les regardes rétrospectivement et tu te dis finalement c'était une bonne chose. Ben, les bonnes choses, quand tu regardes en arrière, tu te dis ouais, finalement ça m'a apporté des épreuves aussi, des trucs que je pourrais qualifier de négatifs, tu vois. Donc en fait, bonne, mauvaise chose, très compliqué, solution, problème, très complexe en fait de dénuer tout ça. Mm. Et ce travail en logique qu'on peut faire, mais on peut le faire aussi en épistémologie, ça fout des gros coups de pied au derrière au principe de causalité et de temps linéaire. C'est-à-dire, une cause provoque une conséquence. Ça, c'est vraiment voir le temps linéairement. Alors que si c'est un cercle et que tout c'est circulaire, il n'y a pas de début et une fin à un cercle. Donc tu peux pas dire ça c'est la cause et ça c'est la conséquence. C'est que tout s'auto-nourrit. Donc, bonne ou mauvaise chose qui a donné naissance à une bonne ou une mauvaise conséquence, compliqué à déterminer. C'est compliqué, et puis ça dépend aussi de la perception qu'on a. Ouais. Parce qu'il y a toujours ce truc il y a deux individus qui vont vivre la même expérience. Il y en a un, il va s'en servir comme tremplin, et l'autre, il va se laisser descendre, tu vois. Et ça, c'est une question dont j'ai pas encore la réponse, et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que deux personnes vivent la même situation, et pourtant, dans leur tête, il y a quelque chose,
il y a deux opposés, tu vois. Est-ce que Mmh. c'est biologique? Est-ce qu'on a tous cette capacité d'être résilient, ou est-ce qu'il y a des personnes, biologiquement parlant, elles peuvent pas en fait. Elles ont peut-être Mmh. pas certains circuits, tu vois ce que je veux dire, Bien qui sûr. font qu'elles peuvent. C'est un peu ce truc, tu sais, de Nietzsche, qui dit il y a des personnes en fait qui ont une constitution faible, un corps physique, donc qui vont avoir nécessairement un esprit faible, et d'autres personnes qui vont naître avec un corps fort et ils vont avoir un esprit fort. T'en Mmh. penses quoi d'ailleurs de ça? Est-ce que tu penses que Nietzsche a raison, ou tu penses qu'on a tous cette capacité à pouvoir, même si on a une physicalité qui est faible de naissance, on peut quand même créer un mental très puissant? Ah ouais, non mais ça, je me fais pas du tout de souci là-dessus. Ce que dit Nietzsche, c'est très contextuel. C'est-à-dire que tu prends n'importe un... Reprenons notre histoire de Dali, ou même toi qui as fait du stop dans ta vie, versus quelqu'un qui a une masse musculaire pas possible, qui est un athlète, mais qui a jamais fait du stop. Ben, dans le contexte de faire du stop, c'est lui qui va avoir les foies. C'est lui qui va avoir vraiment peur. Alors qu'à côté de toi, tu vas dire, mais non, on fait du stop, tout va bien, quoi, tu vois. En fait, la phénoménologie, donc, dans toutes les branches des sciences cognitives, que ce soit la philosophie, que ce soit la physiologie, que ce soit les neurosciences, que ce soit l'intelligence artificielle, et même la logique, on tend à revenir quand même, c'était le propos de ma conférence, on tend à revenir vers l'étude des Grecs anciens, et de se dire, entre Parménide et Héraclite, en fait, c'était plutôt Héraclite qui avait trouvé des billes intéressantes, parce que ce qu'il disait, c'était plus ou moins ce que disait Siddhartha Gautama, donc le Bouddha, et plus ou moins ce que disait Confucius, c'est-à-dire, vous étudiez le monde comme si vous n'étiez pas incarné dans le monde. Vous essayez de mettre des absolus, alors, il y a des choses qui sont par nature ceci ou cela, par exemple, faire du stop. On essaye de dire, par nature, faire du stop, c'est stressant. Tu vois, on essaye de mettre une étiquette, ça c'est un absolu, c'est stressant. Mais tu vois un gars qui a fait du stop toute sa vie, mais non, c'est super fun, faire du stop, je rencontre des gens, etc. Donc là, tu te rends compte qu'en fait, comme tu l'as très bien dit, c'est une histoire de point de vue. La phénoménologie de Husserl, c'est ça. C'est-à-dire, n'oubliez jamais l'expérience de première main. N'oubliez jamais que même si vous posez des concepts sur le monde, c'est toujours une personne qui ressent la chose, et que donc, c'est individuel. Mais ça demande de déconstruire 20 siècles de est-ce Hmm. que c'est bien ou c'est mal? C'est une pensée duel. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Et le curcuma, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? Et manger de la viande, c'est bon ou c'est mauvais pour la santé? Tu vois l'aboutissement actuel de tout ça, en fait. Donc, revenir à quelque chose de bon sens que, entre autres, la naturopathie essaye de nous transmettre quand elle parle de terrain, c'est comprendre que on ne peut pas étudier un système, que ce soit un système vivant ou pas, sans étudier son histoire. C'est-à-dire, si je peux pas t'étudier toi, te dire si faire du stop ou manger un pain au chocolat, ça va être un stress pour toi, sans savoir en fait ton histoire de vie. Si tu as fait du stop toute ta vie, ça va être fun. Si t'as jamais mangé un pain de chocolat de ta vie, ça va être peut-être terrible pour ton système digestif. Enfin, tu vois, je dis n'importe quoi, mais tu vois l'idée. Hmm. Donc, Nietzsche, il peut dire ça, et on peut l'entendre d'une manière assez globale, c'est-à-dire, certes, en termes global, général, quelqu'un qui est relativement bon, comment dire, non, en bonne santé, c'est-à-dire physiologiquement, un grand système adaptatif, et que tout va bien, etc., il pourra encaisser comme une argile bien molle un stress. Alors que quelqu'un qui est frêle, bon, on comprend bien que si tu le jettes dans un bain froid et qu'il est déjà frileux à la base et qu'il est épuisé, ça va moins bien se passer. On peut le comprendre comme ça, tu vois, son conseil. Mais il faut pas en faire une règle générale ou un absolu, parce que dans la nature, tout est relatif. Rien n'est absolu. Hmm. Ouais, c'est ce que je me doutais un peu. Et parce que ça serait trop, comment dire, ça serait trop fataliste Hmm. de se dire, bah en fait, je suis né comme ça, et donc j'accepte. Alors qu'en fait, et il y a plein de, de cas en fait qui montrent que des personnes qui de base partaient très mal d'un point de vue physiologie ou même du mental, et qui pourtant ont construit des choses mais juste incroyables. Mais c'est ça. Et ça, il y en a partout. L'histoire. Voilà, très bien. C'est exactement ça. Il y en a partout dans l'histoire. Il n'y a que ça, finalement. Et c'est là où, encore une fois, l'étude des sciences ou l'étude du savoir, donc l'épistémologie, c'est des leçons, non pas pour comprendre la physique quantique ou autre chose, c'est des leçons c'est des parcours de vie, quoi, des aventures de vie. Tu les vois, en fait, ils galèrent. Parfois, il y en a qui cherchent l'inverse et ils vont trouver un truc complètement contre leur propre théorie. Et là, c'est un travail d'humilité. C'est, ok, est-ce que je lui dis que j'ai trouvé ça? Ou est-ce que j'essaie vraiment de m'accrocher à ma théorie et à mon dogme de base? Là, c'est que des trucs comme ça en fait, non, la vie, c'est pas comme ça. Il faut toujours être adaptable à ce qui va arriver. Et surtout,
pour ça qu'au début du congrès, je vous avais mis check your ego à deux dehors. Laissez l'ego au vestiaire. Parce que si vous arrivez avec des a priori, si vous arrivez en tant que marteau, vous allez voir des clous partout. Alors que si vous arrivez en tant que boîte à outils pleine, vous allez voir les vis, les écrous, etc. Vous allez pouvoir avoir un regard qui est vraiment celui de l'enfant. Tu te dis, mais en fait, je vois une pluralité d'opportunités devant moi, des jeux, m'amuser, des copains, etc., des copains et des copines. Alors que si tu arrives, dis, bon, ok, alors moi je suis Dylan, bon, j'ai une certaine image, il faut que je représente ce que je représente sur les réseaux, etc. Je vais pas trop parler avec lui, puis je vais plutôt parler avec lui. Puis le bain froid, je connais, je vais pas le faire. Tu vois, tous les a priori qu'on se mange habituellement, qui sont en fait, très souvent, en fait, des freins à l'aventure de la vie. Bah d'ailleurs, j'y suis allé un peu comme ça au congrès, c'est-à-dire je suis parti un peu de zéro. Et même pour le bain froid, parce que en fait, moi, j'ai jamais été dans un bain glacé avec des glaçons. J'ai Hmm. toujours fait soit des rivières, soit des lacs à 2000 mètres où il faisait plus ou moins 6 degrés, tu vois. Après, c'était beaucoup de douches froides. C'est vraiment le plus gros travail que j'ai fait dans l'exposition au froid. Donc là, j'avais ce renouveau, ce truc de ça, je connais pas. Et puis en Hmm. plus, on était guidé avant. Il y avait Leonardo qui guidait, qui a bien accompagné la chose. Il y avait vraiment le conditionnement mental. Et en fait, avant de rentrer dans le bain, j'avais presque les larmes aux yeux. Il y a quand même une partie de mon ego qui s'est retenue, mais en fait, j'étais devant le pont du Gard et je me sentais mais surpuissant à l'image de ce monument, tu vois. Et en fait, je me disais, mais là, il peut rien m'arriver, tu vois. Je dis, là, le bain froid, je vais le manger, tu vois. Exactement. Et ça fait écho aussi à ce que tu disais. Je te l'ai entendu dans je ne sais plus quel podcast. J'ai écouté tellement de fois Hmm. qu'en fait, le bain froid, par rapport à la perte de mon père, à ce qui m'est arrivé, c'est rien. Exactement. Et ça, à chaque fois, je me le répète quand je vais faire quelque chose de très dur. Je me dis, en fait, t'as, t'as vécu tellement plus fort que ça, en fait, c'est rien. Ça va durer 1 minute. Et finalement, j'étais tellement bien préparé avec des émotions tellement positives et dans un état de puissance que quand je suis rentré dans le bain glacé, j'étais presque déçu parce que c'était pas assez froid, tu vois. Je m'attendais vraiment à un truc très saisissant. Ouais. Et finalement, j'ai réussi à être très calme, à être dessus dans la gratitude avec un sourire. Et je suis resté très calme. Et en fait, en fait, je me suis redécouvert parce que j'ai délaissé les croyances. Alors que j'aurais très bien pu le dire, bah, de toute façon, j'ai déjà été dans un lac, j'ai déjà fait des douches froides. C'est la même chose, tu vois. Mais en fait, j'ai redécouvert le truc et c'était incroyable. C'est ça. Ouais, même je suis très content. Je suis très content que tu aies vécu ça. C'est super. C'était le but. Parce que tu as vu, il y avait que des solides hein, au congrès. C'était un public qui était vraiment différent de l'année dernière. C'est ce qu'on voulait. On voulait dire, ne viennent que les gens qui veulent vraiment bosser et faire un gros week-end en immersion. Donc c'est ce qu'on a eu. Et les hommes comme les femmes, moi j'étais fasciné par les femmes. Et les filles, elles se défonçaient sur l'exercice physique. C'était Hmm. incroyable à voir. Mais bref, oui, ce qui est bien avec le bain froid, c'est que ça nous permet de reciter Héraclite qui disait qu'un homme ne se baigne jamais 2 fois dans la même rivière. Là, on peut dire 2 fois dans le même bain froid. Mais ouais, t'as vu? Moi, je me rappelle même plus avoir eu froid dans ce bain froid. Parce qu'il y avait tout le monde, on était là, on Hmm. rigolait avec Jérémy qui envoyait des vannes toutes les 2 secondes. On était bien, il y avait l'eau qui nous guidait, mais comme tu l'as dit, on se sent invincible. Et c'est ce que j'avais un peu dans le Toumo, chez Maurice Daubard. Parce que voilà, il y avait l'ambiance complètement décontractée, même si on n'en pouvait plus et qu'on allait se mettre dans le lac gelé, etc. T'étais avec des petites vieilles de 60 ans, t'étais tellement dans un truc où, en fait, tu dis, non, on fait ça, tout va bien, on fait un bain froid. Ouais. Que tu te stresses moins, tu te mets moins la pression, même moins la pression qu'à la maison, où tu dis, bon allez, je vais faire un bain froid là, je vais me préparer, tu vois, tu commences à respirer, tu commences à visualiser, mais au bout d'un moment, tu te dis, non mais relax Coco, c'est bon, tu vas... Moi, je me rappelle, autre anecdote, quand les copains, là, Slim, Steph, Jérémy, tout ça, ils sont venus à la maison l'été dernier, je les emmène à la rivière, donc moi j'habite dans les Hautes-Pyrénées, donc dans les montagnes, où la rivière, elle court fort, c'est un torrent de montagne qui est toujours plus ou moins à 5-6 degrés. Et donc on se dit, allez, on va faire un bain froid, donc tu vois sur les visages, genre, détermination et tout le monde, tu sais, tout le monde, Steph et tout, on a tous l'habitude de faire les bains froids, tu vois. Et on arrive là, et en fait, il y a des familles qui jouaient dans l'eau. Les mémés nageaient. Et elles restaient un quart d'heure, mais elles s'en foutaient, tu vois. Et nous, on était là. En fait, tu vois. Et je me faisais la réflexion tout à l'heure, c'est rigolo qu'on parle de ça, mais je suis allé donc au marché qui est à côté, plein air, là, à Paris, et je voyais les petits garçons, parce que je suis en débardeur, ils te regardent, parce que tu vois les grands musclés, là, tu vois, les petits garçons avec des étoiles dans les yeux et tout, et leur maman et leur papa à côté, et je me disais, mais c'est eux les héros, en fait. Parce que eux, je suis sûr qu'ils ont 3 jobs. Ils ont des vies
incroyablement plus dur que Bibi, là, qui se réveille et qui va sur sa salle de sport, pépouze tous les jours. Enfin, quand je vais au Carrefour Market, là, et je vois la caissière, mais qui doit avoir un courage incroyable d'affronter un quotidien aussi dur tous les jours. Et après, c'est à moi qu'on dit, ouah, tu fais des mains froides, quel courage. Mais vous rigolez ou quoi? Il faut du courage. Enfin, c'est vrai, on est tellement déconnecté de la réalité et à cause d'Instagram et du reste, hein, qu'on se rend même plus compte que les gens courageux, c'est ceux qui viennent nous chercher les poubelles le matin. C'est tout ça. Quoi. Je suis dans un Airbnb, les femmes de ménage qui nettoient ici, c'est ça les gens courageux, qui Ouais. cumulent les jobs pour nourrir leurs enfants, quoi. Euh, Nous, ce qu'on essaie de faire à notre niveau, c'est juste de changer de regard, de montrer que voilà, les forces, elles sont en chacun de nous, qu'on a tous les capacités de changer l'opinion qu'on a de nous-mêmes, parce que je suis sûr que ces personnes-là se disent, voilà, je gagne pas beaucoup d'argent, le quotidien il est dur, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça, alors qu'elles font déjà des choses bien plus incroyables que les petits youtubeurs qu'on est, quoi. C'est Mais vrai. c'est difficile parce que c'est toujours le statut social, l'argent, le compte bancaire qui définit un peu la popularité d'une personne, alors que ça devrait être à l'inverse. Hmm. Ça me fait penser à un podcast de Mike Horn où en fait il disait, tu sais, quand les banquiers, les traders, tout ça, ils disent moi je prends des risques. Il dit non, non, mais les mecs, vous prenez pas de risques. Vous mettez de l'argent, au pire, vous perdez l'argent. Moi, je prends des risques. Moi, je rate un rocher ou quoi, c'est la mort. Tu vois, ça, c'est prendre des risques. C'est se mettre sa peau en jeu, comme tu le dis, et Taleb le dit si bien. Mm. Donc, il y a vraiment un. En fait, c'est vraiment la société qui a complètement tout modifié, toute la perception, et qui maintenant a mis l'importance sur des choses qui n'ont aucune importance. Mm. Tu vois, les choses qui ont le plus d'importance aujourd'hui, c'est les relations, la santé, tout ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a mis tellement d'importance sur comment je suis perçu sur les réseaux, combien j'ai de likes, est-ce que j'arrive à faire de l'argent, tu vois, tout ce genre de choses. Et en fait, ça a complètement, enfin, vraiment le cerveau de l'humanité aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est vraiment de plus en plus défoncé, quoi. Je Mm. trouve pas d'autres termes, mais ça a été vraiment une lobotomisation. On a Ouais, complètement perdu l'essentiel. Et, Et d'un côté, je vois les deux extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes, même plus jeunes que moi, qui se réveillent à 20 ans, ils sont déjà dans le développement personnel, ils sont déjà à la recherche, ils ont compris que le métro boulot dodo, c'était pas pour eux. Et il y a une partie de moi qui est frustrée de me dire, putain, j'aurais voulu, enfin, quoique à 20 ans, j'avais déjà un pied dans le sport. Mais je vois de plus en plus de jeunes qui cheminent vers ça très tôt. Mm. Et d'un autre côté, dans l'extrême, il y a des personnes qui vont de plus en plus dans, j'écoute en fait ce que dit la doxa, j'écoute ce que disent les médias et j'applique à la lettre sans réfléchir, sans utiliser ma capacité à penser par moi-même. Donc voilà. Je sais pas comment Ouais, tout ouais. ça va évoluer, si on va arriver à un point, tu sais, un point de, comment on dit, le point zéro. Mm. Ouais, un Je point sais de pas comment tu vois la bascule. chose. Ouais. Mm. Moi, je pense pas. Dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose que j'ai déjà partagé, mais il me semble que peu importe les époques, le ventre mou de la population, c'est-à-dire les 70%, le gros de la masse de la population, a toujours eu un petit peu ça comme situation, c'est-à-dire de suivre les ordres d'en haut, quoi. Les ordres du Seigneur, les ordres sans discuter. Que ce soit une époque faste ou une époque terrible de l'humanité, ça a toujours été un petit peu ça. Même lors de révolutions, en fait, ceux qui mènent les révolutions, c'est quelques gardiens, quelques porteurs de messages, mais pas la majorité. C'est-à-dire, c'est le point de basculement, c'est pas parce que 51% de la population va ouvrir les yeux que tout va basculer. C'est 5% et encore peut-être moins de gardiens qui prennent la parole et qui font changer toutes les choses. Donc c'est ni pyramidal, c'est-à-dire ça ne viendra jamais d'en haut, on le sait bien, c'est pas le président qui va dire maintenant, ok, on arrête les conneries, ni totalement d'en bas, c'est-à-dire ça vient pas du ventre mou, c'est un peu au-dessus, c'est les gens qui influencent un petit peu tout le monde, qui généralement véhiculent un message qui est fort et permettent les révolutions. Euh, mais je pense que cette révolution-là que nous on attend en France, elle va se faire de manière douce en fait. La transition, peut-être que un, un, une population beaucoup plus éveillée, consciente de ses conséquences, des conséquences de ses actes, etc., adviendra sans doute. En tout cas, j'ai l'impression qu'on est bien embrayé dessus, mais peut-être qu'on ne verra pas nous de notre vivant. Peut-être que ce sera nos petits-enfants, tu vois.
Je pense pas qu'il va y avoir un truc en 10 ans qui, bam, on explose tout. Je dis ça, je peux me tromper, mais je le vois comme ça, parce que comme toi, j'ai un regard positif sur les jeunes de 20 ans qui, qui vraiment, en tout cas les générations justement, qu'on pourrait appeler des gardiens, des porte-paroles, etc., sont très éveillés, quoi. Ils ont les mêmes réflexions que nous avec 10-15 ans, voire plus, en moins de notre âge, tu vois. Donc ça, c'est très enthousiasmant, quoi. Donc, ouais, je suis assez positif, moi, pour le futur, alors que certains disent, c'est des prolongeurs de courbe, donc c'est, comme dirait Taleb, faut surtout pas les écouter. C'est-à-dire, ça va mal, donc ça va continuer à avoir mal. C'est mauvais, donc, non, les gars, c'est le paradoxe de la dinde. Vous savez très bien que ça va faire Ouais. ça. Et ça va s'effondrer. Ça peut pas, prolonger les courbes, ça ne marche jamais. Donc, c'est pas parce que ça va mal maintenant, que ça va continuer à aller mal. Euh, il faut anticiper le futur avec les éléments du présent. Ça ne marche pas et ça n'a jamais marché. Il y a toujours, encore une fois, du hasard, de la volatilité. C'est comme ça. Donc, on peut pas anticiper, mais je peux deviner un petit peu des tendances. Et la tendance à la prise de conscience, à la sagesse, me semble être une lame de fond qui va apporter du bon dans l'avenir. D'ailleurs, on va pouvoir faire le parallèle avec la conscience, justement. Est-ce que tu as une idée de pourquoi cette élévation de conscience de plus en plus tôt? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on a tellement accès à l'information avec un téléphone qu'on peut se dire, ah bah tiens, en fait, finalement, il y a un autre mode de vie qui m'est proposé, qui est possible? Ou est-ce que tu penses que c'est plus... alors là, c'est plus un point de vue un peu spirituel. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement d'énergie dans, on va dire, terrestre, un truc d'égrégore, tu vois, qui fait que ça influence l'être humain? Hmm. Il y a plusieurs questions dans ta question. Donc, euh, déjà, conscience, il faut vraiment qu'on se mette d'abord d'accord sur le terme. Donner une définition, ouais. Et ouais, parce que il y a la conscience du point de vue très scientifique occidental, ça va être la conscience avec un petit c. C'est-à-dire être conscient de quelque chose. Par exemple, je suis conscient que je suis en train de te parler. Je suis conscient de ce stylo. Je le vois, je suis conscient qu'il y a un stylo devant moi, et je suis conscient de moi-même. Ça, en psychologie et en science, on appelle ça les qualia. Donc, c'est-à-dire, il y a il y a un contenant à ma conscience. Le stylo, par exemple. J'ai conscience du stylo. C'est les qualia, l'ordinateur, moi-même, etc. Il y a un contenu, tu vois, de ma conscience. Après, dans la spiritualité, il y a la conscience avec un grand C. Ça, c'est un petit peu plus ce dont tu parlais. C'est-à-dire, on est relié par quelque chose de plus grand que nous. Il y a ça rapproche du concept de la force dans Star Wars, quoi. C'est un truc qui est là, on pourrait piocher dedans, notre cerveau serait comme une antenne qui pourrait la capter. Ça, c'est une autre approche, enfin c'est une autre vision, et là, je préfère lui mettre une majuscule, tu vois, un grand C, la conscience. Donc déjà, il faut peut-être séparer un petit peu les deux, parce que la conscience avec un petit C, ça a été très étudié en sciences en Occident, euh, et ça nous permet euh, d'avoir toute une batterie de scientifiques et de chercheurs qui ont bossé dessus depuis euh, l'âge de l'homme. C'est-à-dire, il y a un truc quand même fondamental, c'est de se dire, mais comment ça se fait que cet animal, l'être humain, est capable de se reconnaître dans le miroir? On sait que le dauphin et le singe sont capables de le faire aussi. C'est-à-dire, si tu mets un singe, tu mets un point rouge sur le front, et devant un miroir, il va faire ça. Là, il va se frotter le front. Parce qu'il sait que c'est lui. Par contre, tu mets un miroir devant un chien, le chien, il aboie parce qu'il croit que c'est un autre chien. Il n'a pas conscience de lui-même. Et le bébé, dans le développement du bébé humain, il y a ce moment-là, il a été donc, étudié par Dolto, entre autres, mais ce moment-là, il est très important, où il se rend compte que je suis pas ma maman, je suis pas une prolongation du corps de ma maman, je suis moi. Je me vois dans le miroir, ah, ça c'est moi. Là, je prends conscience de moi-même. Et ça, mais ça n'en finit plus en fait les études par rapport à ça. Tu sais que je cite souvent Varela, Michel Bidbol, des grands chercheurs qui se sont intéressés à ça dernièrement et qui, je trouve, sont les plus compétents là-dedans. Bon, pour ceux qui veulent aller fouiller ça, voilà. Maintenant, la conscience avec un grand C. Donc il y a ce terme de panpsychisme qui est la branche de l'étude de la conscience qui voudrait dire qu'en effet, il y a une sorte de force de Star Wars autour de nous, ce serait omnipotent et omniscient et qu'on pourrait piocher presque à l'infini dedans.
Ça nous renvoie au concept de Nassim Haramein par rapport à ça, à son zero point energy, c'est-à-dire que en thermodynamique, normalement, si tu baisses la température très très bas, t'as plus d'énergie. C'est-à-dire l'énergie étant directement corrélée avec la chaleur, si tu descends la température au zéro absolu, on devrait plus trouver d'énergie. Et ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, on se rend compte que c'est pas que l'énergie tombe à zéro, c'est qu'arriver au zéro absolu en termes de degrés, tout d'un coup, l'énergie devient infinie. Infinie. Donc, déjà, le concept d'infini est impossible pour notre cerveau à se représenter, mais tout d'un coup, on passe de ça diminue, et boum, infini. Est-ce que, apparemment, les trouvailles de Nassim Haramein par rapport à ça, en physique quantique et autres, s'appuient sur cette ressource infinie, on peut appeler ça la conscience, mais ça sans doute, on pourrait dire ça, juste dire l'énergie infinie, quoi, pour puiser dedans et utiliser ça comme source. Et donc, selon lui, on pourrait maîtriser bientôt la gravitation, la vitesse, dépasser la vitesse de la lumière, etc. Donc, ça ouvre des champs et des perspectives qui sont pas dites par un youtubeur tout juste arrivé, mais par quelqu'un d'aussi performant et brillant que Nassim Haramein. Bon, j'ai pas les compétences mathématiques ou physiques pour évaluer, pour donner une critique de son travail. Et je pense que très 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 peu de personnes sur cette planète permettent de le faire, enfin sont capables de le faire. Enfin, par contre, beaucoup se permettent de le critiquer. Ça me fait toujours un peu rire. Bref, tout ça pour dire que conscience avec un petit c, grand C, c'est pas la même chose, qu'on a plein de théories par rapport à ça. Moi, ce que je vais essayer de faire dans les prochains temps, et c'est pour ça que je suis content de travailler avec Steve Gentis, c'est de faire un travail d'épistémologie, c'est-à-dire d'apporter toute l'histoire de l'étude de cette conscience-là. Toutes les théories qu'il y a. Comme ça, chacun est autonome après. C'est comme en nutrition, je te fais l'histoire du régime cétogène, carnivore, vegan, et je t'explique les les prétendus bénéfices et inconvénients, etc. Et après, tu dis aux gens, maintenant vous êtes autonome, expérimentez, réfléchissez, et autant cette intersubjectivité que l'on a là maintenant, de partager des choses, vous allez comprendre des choses que moi j'ai pas compris. Et là, on va tous progresser, parce que l'être humain, quand il progresse, généralement, c'est parce qu'il se met en lien. Donc, on expose tout ça et on réfléchit. Le problème, c'est que actuellement, personne, non, c'est pas vrai, très peu, à part les chercheurs qui sont dans ce domaine-là, qui s'intéressent à la conscience, n'ont ces connaissances théoriques. Donc, en fait, on parle sur le sujet, mais on dit tout, on n'est pas d'accord sur les termes et on parle tous de choses différentes. Donc, ça progressera jamais cette histoire. Donc, moi, je vais apporter le côté théorique dans différents événements. On a appelé ça réveil avec Steve. Et Steph apportera le côté pratique, comme il a pu participer à son atelier au congrès. C'est-à-dire, ok, maintenant, vous avez compris que on peut parler d'intersubjectivité, d'interconnexion, de reliance, de certaines choses. Maintenant, on va voir ce que ça veut dire dans le vécu. Et là, on reboucle avec la phénoménologie de Husserl. C'est bien la théorie, les concepts, etc. Mais n'oubliez jamais que c'est une personne qui vit ça. Donc, allez, on se met maintenant, nous, dans la posture de la chose, d'expérimenter, de dire ce que cela fait d'être conscient. Qu'est-ce que cela fait d'être? On réduit à qu'est-ce que cela fait. Et là, on partage. Ben, moi, ça fait ça. Quand j'ai eu telle pensée, ça m'a fait ça, etc. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est comme ça que ça avance, quoi. Donc, il faut toujours, comme les orientaux l'ont toujours fait dans leur pratique ancestrale de la méditation, ne jamais séparer corps et esprit. Vous faites une théorie au niveau de votre esprit, vous parlez, vous théorisez, après passez à la pratique. Passez à la pratique pour mettre en application. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Et aujourd'hui, même moi, je me rends compte qu'on est tellement on apprend des choses, on se nourrit de toutes les nouvelles recherches, la physique quantique, etc. Mais que tant qu'on n'a pas mis en pratique, parce qu'en fait, la conscience aussi, c'est vraiment c'est une expérience qui est tellement subjective. Et c'est pour ça que je pense que la science, elle a du mal aussi ils ont du mal à être d'accord. C'est parce que vu que chacun va expérimenter la conscience de son point de vue de manière subjective, et que la science, elle, ne peut pas le mesurer, elle peut pas savoir dans l'instant même qu'est-ce qui se passe dans la personne, et ben pour nous, ça vaut rien. Ça, c'est un peu le piège aussi de la science, c'est que si la science ne l'a pas affirmé dans un laboratoire avec des appareils, avec des messieurs en blouse blanche, ça vaut rien. Exactement. Alors que pourtant, les traditions les plus anciennes, qui ont 4000 ans et plus, l'ont dit déjà depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il faut qu'on attende que ce soit
qu'il y ait des tests en laboratoire pour dire ah bah finalement ils avaient raison. Exactement, c'est la sacro-sainte objectivité. C'est-à-dire, si c'est pas objectif, ça n'a pas de valeur. Si tu mets de la subjectivité dedans, c'est-à-dire je pense que, mon opinion c'est, j'ai ressenti que, pas de valeur. Il nous faut du double aveugle, du randomisable, voilà, de la méta-analyse, qui enlève en fait toute subjectivité. Encore une fois, ça enlève l'individu de l'équation, pour que ça ait de la valeur en science actuelle, hein, parce qu'à la base, la science, c'est pas ça. Hein. La science, c'est le doute. Et le doute, ça ne vient que d'une personne. C'est pas trouver la science, c'est chercher. Donc voilà, là on dit the science is clear, comme le rappelle souvent Idriss, genre la calculette a parlé. La calculette a parlé, donc t'as pas le droit en fait d'émettre une opinion, tu vois. Et donc pour dépasser l'objectivité et remettre l'humain au centre, le critère de jugement, de validité, devrait être l'intersubjectivité. C'est-à-dire non pas l'objectivité comme un état de fait, tu vois. Objectivité, ça veut dire c'est bon, c'est posé, mais un processus d'objectivation. Quelque chose qui, ensemble, comme on réfléchit, on essaye de se mettre d'accord. C'est un processus dynamique. C'est-à-dire, ça va changer dans le temps sans doute. Mais intersubjectivité, c'est-à-dire on se met tous ensemble à réfléchir, etc. Et c'est un processus d'objectivation plutôt qu'une objectivité qui serait un tableau fini, arrêté. Et ça, c'est une autre voie de l'appréciation du vivant qui serait beaucoup plus proche de ce que c'est-à-dire un système dynamique. Donc, c'est pareil pour la conscience, on essaie de mettre des étiquettes, et c'est même pareil dans le monde entier, on essaie toujours de mettre des étiquettes sur l'exemple bateau que je prends toujours, c'est la nutrition, avec le curcuma c'est anti-inflammatoire, le machin c'est... Ah, mais si je mange 3 kilos de curcuma, je vais gerber, quoi. Mon foie va exploser. Donc c'est pas anti-inflammatoire à ce moment-là. Donc les étiquettes doivent sauter, il n'y a rien d'arrêté dans le vivant. Donc ouais, c'est sortir de cette objectivité-là, redonner à la science ces lettres de noblesse qui sont la beauté de chercher, en fait, le plaisir de chercher, et pas un truc trouvé comme ça, brut, qui s'arrête. Les chercheurs, ils cherchent pas à trouver, ils veulent. Le jour où ils trouvent, ils sont très, très, très tristes, en fait. Ils ont trouvé, ils ont plus de boulot. C'est ça, ouais. Voilà. Cette recherche vers la vérité ultime. Et finalement, est-ce que tu penses qu'on peut arriver à des vérités ultimes, comme par exemple, le soleil demain il se lèvera, comme tous les jours. Ça c'est considéré comme une vérité ultime. Ou alors, si je saute de ma fenêtre, je vais tomber par terre par rapport à la gravité. Est-ce que ça peut être considéré comme une vérité ultime, ou est-ce que finalement, on ne sait pas, ça se trouve dans quelques milliers d'années, ça sera plus valable. Tu vois. Par exemple, si on parle du soleil qui se lève, tu dis demain le soleil se lèvera. Est-ce que tu vois le nombre de mots qu'il y a dedans dans cette phrase qui dépendent en fait de ton incarnation dans le monde? C'est-à-dire, si je prends une intelligence alien, extraterrestre, qui regarde la Terre et qui regarde le soleil en même temps, tu vois, ils sont loin, et puis ils ont une manière de voir qu'ils ne voient pas les couleurs, mais qui voient, je sais pas, les ondes. Tu vois, et ils ont un système perceptif qui est complètement différent. Jamais ils vont voir le soleil se lever, puis ils vont même pas appeler ça le soleil, ils vont appeler ça l'étoile, la boule là qui est là, tu vois, et la Terre pareil. Donc, voir le soleil se lever, pour moi c'est aussi faux que vrai. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai selon ton point de vue, parce que tu vas voir avec des yeux d'humain un soleil qui se lève parce que ça sort de l'horizon, mais si tu sors de ton concept à toi, de ton incarnation à toi, ça n'a plus aucun sens. Donc c'est pas une réalité, ça peut pas être une réalité ultime alors. C'est pas ultime, parce que si c'était ultime, ce serait vrai pour tout en fait, pour tout. Ça n'existe pas dans le monde, ça. Ton pull, ton débardeur, mon débardeur, on pense que leur réalité ultime c'est d'être noir ou d'être gris. Ça, en fait, ça c'est complètement illusoire, et c'est pour ça que je vous ai fait cette conférence, c'est qu'on est les héritiers en fait de Parménide et de Platon, etc., qui disaient la réalité, il y a un voile dessous, et on peut la dévoiler pour voir la réalité ultime, comme je viens de dire. Mais ça, c'est complètement illusoire de réfléchir comme ça. On est des êtres humains incarnés, quoi. Et c'est pas possible de réfléchir comme ça, et dans la conscience, t'as la fameuse allégorie de la chauve-souris. C'est-à-dire, le problème de la conscience, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemble une bonne réponse. C'est-à-dire, on ne sait pas, si on essaie de définir la conscience, qu'est-ce que c'est. Mettre des mots dessus, c'est très compliqué. Et il y en a qui avaient utilisé la chauve-souris en disant, mais
pour une chauve-souris, imaginez, essayer de voir ce que c'est le monde selon une chauve-souris. C'est impossible, elle perçoit avec les ultrasons. Tu peux même pas essayer d'y réfléchir, ton cerveau il bug. C'est comme un chien qui voit en 4 couleurs. Nous on est trichromique, lui il voit une quatrième. Mais avoir une quatrième couleur pour voir le monde, même ça on n'est pas capable de se l'imaginer. C'est pas possible. C'est comme si je te dis, maintenant la quatrième, tes couleurs ont une vitesse. Tu vas me dire, mais je comprends pas ce que tu dis en fait. C'est ça, tu vois. Donc, pas de réalité ultime, mais que des réalités subjectives. La réalité, c'est ce que tu perçois. Ni plus, ni moins. Bah, ça me fait écho à ce concept que la conscience crée. Tu vois, en fait, on crée, enfin, c'est le monde qu'on voit, il est créé par notre conscience. Et si jamais on ferme les yeux, notre monde n'existe plus. Là, je viens de comprendre encore mieux cette phrase, tu vois. Comme on voit en physique quantique, tu sais, cette fameuse expérience de l'observateur qui influence la matière. Exactement. Et ça fait vachement écho à ça, ouais. Exactement. Mais bravo, parce que c'est exactement ça. La leçon du problème de l'observateur, donc dans les formes de Jung ou peu importe le problème de l'observateur tout court en fait en physique quantique, le problème de la mesure reste un paradoxe si on s'attache à la vision parménidienne ou platonicienne, ce que vous voulez, que nous sommes en train de regarder la réalité ultime et que il y aurait donc un truc qui serait paradoxal et qui buggerait. C'est-à-dire, c'est le débat entre Bohr et Einstein. Einstein ne pouvait pas accepter que mon portable ou ma bouteille là, il lui disait que je la regarde ou que je la regarde pas, ça change pas. C'est pas parce que je la regarde que la bouteille change. Et Bohr il disait, bah si, en fait, il y a ton regard en fait, c'est ce qui détermine le reste. Et donc, oui, l'expérience des formes de Jung, c'est ça, c'est que soit tu le prends de manière conceptuelle, en ce que je viens d'expliquer juste avant, c'est-à-dire c'est toi qui vois la couleur de ton t-shirt, c'est toi qui vois la couleur de ce rideau, de ce mur, et que si je fais rentrer un chien dans la pièce, lui, il voit sans doute des couleurs complètement différentes. Soit tu le prends comme ça, donc tu comprends que la réalité est propre à chacun. Mais le truc de la physique quantique, c'est qu'on s'est rendu compte on avait l'impression que le fait de regarder carrément changeait la matière. Parce que au niveau subatomique, les règles sont pas les mêmes qu'au niveau newtonien, au niveau de notre échelle. Et donc là, on commence à se dire, punaise, mais c'est quoi en fait tout ça Là, il faut vraiment se poser un instant pour réfléchir. Et donc, c'est pour ça que c'est aussi la mécanique quantique. Il n'y a rien de plus précis, elle marche extrêmement bien. C'est grâce à la mécanique quantique que, donc mécanique, ça veut dire que c'est le formalisme mathématique, qu'on peut avoir cet ordinateur, qu'on peut parler tous les deux, qu'on peut avoir les technologies actuelles, le laser, tout ça. Par contre, les interprétations de ce que ça nous dit, c'est là où tout le monde y va, en fait. Et ben, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, et pour l'instant, il n'y a pas de consensus. On ne sait pas ce que ça veut dire. Il y en a qui disent, ça nous dévoile la réalité, et comme dirait donc Niels Bohr, non, c'est pas que la physique quantique nous permet de dévoiler ce qu'est la réalité, elle nous permet simplement de nous dire ce que nous pouvons dire de la réalité. Ça, c'est une boucle qui renvoie toujours vers l'expérimentateur, et la personne qui fait la chose, tu vois. Voilà. Ah, c'est waouh. C'est comme on dirait mind-blowing, tu vois. Parce que ça, du coup, bah déjà, ça enlève de la pression de se dire, de vouloir absolument courir vers la vérité, vers le meilleur mode alimentaire. Tu vois, même moi, je suis encore dans ce truc en ce moment j'ai peur d'aller vers une voie et que finalement, ce soit pas la voie ce pourquoi j'ai été destiné et d'avoir perdu du temps, tu vois. Et j'essaye de me calmer avec ça, de me dire, arrête, t'as que 29 ans, arrête de vouloir réussir comme ça, comme tu vois sur les réseaux, mais vraiment partir du principe que la vie, elle est expérience et que même, dans tous les cas, même si on accomplit les plus grandes choses, si on n'accomplit rien, dans tous les cas, moi, il y a un truc que je me dis, des fois, je me dis, en fait, fondamentalement, il n'y a aucun être humain sur Terre qui sait qu'est-ce qu'il fout là. Tu vois, même le plus grand mystique, même le plus grand des samouraïs, des moines, des je ne sais quoi, qui ont vécu des années reculées, qui ont fait des expériences mystiques, est-ce que fondamentalement, il sait ce qu'il fait sur cette terre? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on était avant notre naissance? Est-ce qu'on sait pourquoi on est là? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on va en fait? Et du coup, en fait, ça permet de se dire, de reprendre ce principe stoïcien, de se dire, je suis là, il y a des choses qui me dépassent et qui me dépasseront toujours, et juste en fait de composer avec, tu vois,
juste de cheminer tranquillement vers la vie qu'on a envie d'avoir, sans essayer de se mordre le cerveau à absolument vouloir comprendre quelque chose, tu vois. Et parce que ça aussi, c'est une source de stress. C'est la voie vers la souffrance, tu vois, à constamment essayer de chercher la vérité ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que là, ça m'a fait prendre conscience de vraiment se lâcher un peu la grappe, tu vois, d'enlever de la pression. C'est clair. C'est pour ça que tu as tout à fait raison, et je suis très content que tu aies cette réflexion-là. Mais c'est pour ça que les œuvres de pop culture dont je parle tout le temps, One Piece par exemple, ce genre de truc, où tu as toujours un héros qui est gai, joyeux de partir à l'aventure. C'est très rafraîchissant en fait. Parce que je pense que dans l'imaginaire d'un auteur et d'un mangaka aussi voilà, talentueux que Oda, mais ça pourrait être Tolkien, ça pourrait être plein d'autres, tu vois, qui inventent des univers comme ça, il y a, euh, il y a cette clarté d'esprit de se dire, la vie c'est vraiment une aventure. Donc il faut arrêter de se dire, putain, c'est quoi la fin de l'aventure? C'est quoi? Et puis c'est moi qui vais trouver le Graal, tu vois. Ils se posent pas cette question, ils partent à l'aventure. Juste, ils vivent des aventures. Et que voilà, c'est nous qui avons essayé de mettre des objectifs qu'on croit être les bons, c'est-à-dire gagner de l'argent, avoir une grande maison, etc. Alors que personne nous a obligés à faire quoi que ce soit. Personne ne nous dit de faire ça. Et tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, très concrètement, tout le monde s'en fout de notre vie, quoi. Tout le monde s'en fout de C'est la vrai. mienne, tout le monde s'en fout de la tienne. Il n'y a que nous-mêmes qui nous inquiétons au bout d'un moment, hein, comme tu l'as très bien dit, se lâcher la grappe. C'est-à-dire que tout va bien, tout va bien. Et il n'y a personne qui nous en voudra de vivre notre vie. Et puis si des gens nous en veulent, on n'est pas là pour faire plaisir aux gens. On est là pour vivre notre vie. Euh, Ouais. c'est une discussion que j'ai eu au moins 20 fois pour le congrès, parce que j'ai proposé aux gens de venir vivre leur messe. Donc ça voulait dire, le matin, il n'y aura pas de petit déjeuner, on jeûnera, après on mangera de la viande, des légumes et des fruits, et il n'y aura que 2 repas par jour. Il n'y aura pas de café le matin, il n'y aura pas ceci. Les ateliers vont être durs, il y aura Nomad Slim qui va vous mettre des pieds-bouches en termes de mouvement, puis vous allez faire des bains et des glaçons, puis vous allez prendre des grosses conférences de Pierre Etchart et de moi, il va falloir vous concentrer, et puis vous allez méditer pendant 1 heure. Là, le truc, si tu n'as jamais médité, tu médites pendant 1 heure. Donc ça va être dur. Parce que c'est une voie ardue par nécessité, comme dirait Franceschi. Ça va être dur parce que sinon il n'y a pas d'hormèse, il n'y a pas de croissance. Et tu avais quand même des gens qui venaient après et disaient ah, j'aurais bien aimé avoir plus de bananes. Mais le but, c'était pas de nous faire des stages et que ce soit facile. Tu vois, c'est comme nous dire le bain froid était trop froid. Ben, bon, ben, va voir ailleurs. Alors, parce que si tu veux faire des stages de dev perso habituels où tu es les pieds dans l'herbe et tu fais rien, il y en a plein. C'était pas le but, c'était pas mon but du tout et ça n'a jamais été ce que je proposais. Moi, ce que je proposais, c'était la vie, c'est-à-dire des épreuves et du lien pour se retrouver, quoi, pour grandir. Donc, mais c'est difficile, tu vois, de désinstaller ce logiciel dans la tête des gens que pour se renforcer ou pour se faire du bien, il faut que ce soit facile, il faut que ce soit confortable. Il faut d'abord ne rien faire et se reposer. Se reposer, c'est génial, évidemment. Mais si tu te fais que te reposer, ça va pas le faire non plus. Ouais. Donc voilà, ouais, on en revient à ta très belle phrase du début, trouver les solutions dans le chaos. Jamais rien n'a évolué dans le confortable. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, ça me pose aussi une question qui me, qui est très importante pour moi parce que je vois ce processus. Moi qui pratique beaucoup aussi la méditation depuis, j'ai commencé à 17 ans. Avant même de connaître tout le développement personnel, spiritualité, je me suis intéressé à la méditation à 17 ans parce que j'ai vu un aventurier de koh à la télé qui méditait, tu vois, qui méditait tous les jours sur la plage. Et du coup, après, je suis allé faire des recherches sur Internet, tout ça. Et j'ai découvert la méditation. Donc, j'ai commencé avec la méditation bouddhiste, avec une petite bougie, tu sais, dans ma chambre et tout ça, et juste à être concentré. Et puis, j'ai senti que ça me faisait du bien. C'était mon sas de décompression. Et finalement, je l'ai gardé, tu vois. Ça fait plus de 10 ans maintenant que c'est une pratique quasi quotidienne. Et alors après, ça a varié. J'ai testé des méditations différentes, comme Joe Dispenza, des visualisations plus créatives, des choses comme ça. Mais c'est toujours le même concept. Et du coup, avec les années, j'ai acquis cette espèce de métacognition, c'est-à-dire, je suis capable de me sortir de moi-même et d'observer comment je pense, mes compulsions, tu vois, ces trucs-là. Et en fait, la grande question que je me pose, c'est cette histoire de conditionnement. Parce que la conscience, quand elle naît, un bébé, quand il naît, fondamentalement, il a disque dur vierge. Alors après, est-ce qu'il est conditionné par des vies passées? Bon, ça, c'est une autre histoire, tu vois. C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a déjà des prédispositions génétiques à peut-être avoir ce genre de pensée, d'anxiété, etc. Mais après, il y a ce conditionnement qui arrive
par les parents, l'autorité, etc. Et après, mais ça devient super dur. Mmh. C'est super dur de se déconditionner, tu vois. Mmh. Je te prends un exemple. Quand j'étais au collège ou au lycée, c'était au collège, j'adorais passer en public. Dès qu'il y avait un exposé, il fallait faire de la flûte, tu sais, des cours de flûte encore à l'époque. J'étais le premier à lever la main à vouloir passer. Et j'avais toujours des très belles notes parce que j'étais tellement à l'aise, j'étais tellement enthousiasme de partager ça. Et après, avec le temps au collège, j'ai été un peu la risée des moqueries parce que j'étais un peu potelé. J'étais toujours le dernier choisi au sport, tu vois. On se foutait de ma gueule, etc. Et d'une année à l'autre, dès qu'il fallait passer en classe, j'étais comme ça. Je levais plus la main, j'étais le dernier à vouloir passer. Et quand j'allais me présenter en exposé, j'avais le cœur qui palpitait. Ça tape, je perds mes moyens, tu vois. Et ça aujourd'hui, ça m'est resté. Une de mes plus grandes peurs aujourd'hui, c'est vraiment, ça me met dans le chaos total. C'est, tu me mets là, tu me mets par exemple tu me dis, ouais, Dylan, fais-moi une conférence pour le congrès ou quoi, mais je pars en courant, tu vois. Mmh. Et ce truc, il reste, et j'en ai conscience. Je sais, avec toutes les pratiques de la méditation, je sais que c'est juste un conditionnement, que c'est des croyances. Je sais tous ces trucs-là, tu vois, du regard des autres, tout ça. Je l'ai tellement lu dans le stoïcisme. Je l'ai tellement essayé de le visualiser, mais pourtant, si je dois passer en public, j'ai toujours ce truc-là. Ce truc viscéral, tu vois, la conscience, elle a intégré un truc comme un trauma. Et la question, c'est comment on peut se déconditionner de choses aussi puissantes, tu vois. Ouais. Là, je t'ai pris un exemple qui a une forme de trauma, mais c'est la même chose en fait pour la personne qui est persuadée que pour réussir dans la vie, c'est il faut trouver la petite copine, il faut acheter une maison à crédit, il faut trouver un CDI, tu vois, vivre jusqu'à 60 ans et après prendre la retraite. Comment on peut se déconditionner? Et ça pose aussi, je te pose plein de questions là comme ça, mais désolé. Et tu vois, t'as aussi Krishnamurti qui lui euh, parle vraiment du déconditionnement, tu vois. Et je me demande si l'être humain il est capable aujourd'hui de vivre pleinement déconditionné. Mmh. Bah, le conditionnement, c'est une très très bonne question que tu soulèves, mais jamais oublier que l'être humain est à l'image de son environnement. Si tu veux faire une conférence demain, je trouverai pas d'autre meilleure solution que de te faire cette conférence au Japon, en Chine, complètement décorrélé de ton habitat habituel, Ah d'un ouais. truc où tu as zéro pression. Si vraiment je te veux te mettre la grosse pression, en effet, je te mets au congrès du potentiel humain où tu connais les trois quarts de la salle, c'est que des gens que tu aimes, c'est des gens que tu connais, il faut que tu le fasses en français, t'es connu là-bas sur les réseaux, t'as tout le conditionnement qui s'est imposé à toi, il est là, il y est. Plus un amphi et tout, mais si je te mets devant une classe de maternelle en Chine, mais tu t'en fous, tu vas être là, tu vas... En fait, tu t'en fous, peut-être pas complètement, mais déjà le niveau, en fait, va être complètement autre. On peut prendre le côté santé aussi avec l'histoire que je cite souvent de cette jeune fille qui avait été diagnostiquée sclérose en plaques, et le médecin lui a dit, il vous reste 3 mois à vivre, un truc dans le genre. Elle était très jeune, elle avait entre 20 et 25 ans. Et ben au lieu de se dire ok je vais rester en France et faire tous les traitements possibles et imaginables pour survivre, elle a dit bah fuck, je me barre. Et elle est partie en Nouvelle-Zélande et elle a changé complètement son environnement évidemment, déconnectée de tout. Elle a plus jamais eu de sa vie une poussée. C'est-à-dire en sclérose en plaques, tu sais, c'est les poussées de système nerveux où tout d'un coup tu perds complètement la locomotion. Plus jamais. Et elle a écrit un livre par rapport à ça, c'est très inspirant. Donc se dire à quel point on est l'image de son environnement. Donc changer d'environnement très concrètement, c'est-à-dire déménager, partir loin, ça permet justement de se rendre compte que les traumas sont contextuels en fait. C'est contextuel, c'est très, c'est pas prendre la parole en termes global qui te traumatise, c'est sans doute prendre la parole en français sur certains sujets sur lesquels tu as attendu, etc., 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 qui fait que, et Hmm. devant en plus sans doute un public qui ressemble à une classe d'école. Donc Ouais. l'amphithéâtre, c'est mort. Mais donc, pour répondre à ta question plus précisément, pour se sortir des traumas et du côté un peu matrixage qu'on peut avoir dans la vie, on s'expose aux événements stressants par petites doses. Et là, c'est vraiment, véritablement l'hormèse. Ce qu'on apprend dans l'hormèse, c'est pas à éviter les agents stressants, c'est à devenir bon à les gérer. C'est juste enlever le facteur peur. Parce que c'est lui, en fait, le déterminant dans l'équation. C'est de se dire, par exemple, moi j'étais très peur des araignées quand j'étais petit, vraiment arachnophobe. Euh, et je suis arrivé jusqu'en Cambodge à manger des migales. Parce que petit à petit,
je suis allé en Cambodge. C'est-à-dire, je suis sorti de la France Hmm. et de la salle de bain de mon enfance où je voyais des araignées dans la baignoire. Je suis sorti de là. C'est ça, en fait, le trauma. C'est là où ça naît. Donc, déjà, je suis allé dans un autre pays, rien à voir. Et je suis allé me confronter à la chose. Ce qu'on fait en psycho, quand on veut qu'une personne puisse guérir d'un trauma, c'est que on fait une expérience de pensée, donc elle est en sécurité. C'est un point très important pour les traumas, c'est on va se rapprocher de l'événement stressant, enfin en tout cas de l'agent stressant, mais en zone de sécurité. Par exemple, si c'est le froid, moi j'ai accompagné beaucoup de gens dans le froid, donc si c'est le froid que la personne me dit, moi tu sais le froid, c'est une peur viscérale pour moi de faire ce bain froid, je la mets dans un groupe. Je la mets au moins avec quelqu'un qui lui tient la main, et je la mets dans un groupe bienveillant. Et on y va tous ensemble. Ça, en fait, c'est beaucoup plus facile tout d'un coup. Parce que sécurité. Et après, on y va par petites touches. C'est-à-dire, on s'expose petit à petit. Donc, si c'est une expérience de pensée avec un psychologue, il va dire, fermez les yeux et imaginez cette fameuse situation qui vous a traumatisé. Et on va y aller. Mais cette fois-ci, il fait beau. Cette fois-ci, vous êtes entouré des gens que vous aimez. Et on s'approche de cette situation, de cet agent stressant. Et puis hop, on en ressort. Puis la session d'après avec ce thérapeute, vous allez plus loin. Et puis la dernière session, c'est vous faites vraiment la chose. Que ce soit le vertige ou que ce soit quelque chose qui vous traumatise. Donc en fait, c'est exposure thérapie. Tout simplement, on s'expose petit à petit, crescendo, toujours en zone de confiance. Mais tu as raison, les enfants, c'est une plasticité qui est énorme. Donc tu vas t'exposer par exemple, un sentiment de honte ou de peur, et les réseaux neuronaux vont engrammer ça, c'est-à-dire quand un neurone va s'allumer du genre dans un groupe de neurones qui représente un petit peu la détection de danger ou la douleur, etc., tous ceux qui sont autour vont connecter avec lui. Et ça, quand t'es petit, c'est extrêmement fort. Alors que cette plasticité-là, c'est-à-dire changer l'architecture du réseau, à l'âge adulte, ça change beaucoup plus lentement. Donc, pour faire que le neurone A n'allume pas le neurone B et que ça crée la peur, et défaire ce lien et plutôt aller vers un neurone qui va faire que petit à petit, ça va engrammer un système global qui est finalement celui de la sécurité, celui de la joie, etc., bah, ça demande beaucoup plus de temps, évidemment. Là où un enfant, autant, il a peur, mais ce jour-là, il recommence à monter en haut du toboggan, mais il le fait avec son papa, et tout d'un coup, c'est rigolo, et ben ça passe de peur à joie du jour au lendemain. Pour l'adulte, pour que ça passe de peur à joie, ça va prendre des mois. Bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vachement intéressant et on se rend compte aussi que déjà ça peut nous pourrir la vie, clairement, si on n'en a pas conscience, si on n'a pas conscience de ce conditionnement. Et du coup, je voulais te poser la question, parce que là, du coup, tu m'as proposé, même pour les personnes qui nous écoutent, un espèce de protocole, c'est-à-dire de s'y exposer à petite dose, comme pour les principes hormétiques, etc. Est-ce qu'on peut aussi le faire par la pratique de la méditation, c'est-à-dire une certaine méthode, par exemple la visualisation, par exemple de s'imaginer euh, dans l'événement qui nous fait peur. Et qu'est-ce qui se passe est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu au niveau neuronal, qu'est-ce qui se passe quand le cerveau il se met par exemple à visualiser ou peut-être à faire des répétitions mentales, parce qu'on a vu que même la répétition mentale, par exemple des pianistes qui qui se visualisent en train de faire du piano, ont la même progression que ceux qui ont fait du piano dans la vraie vie. Donc ça pose la question de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec le pouvoir de la visualisation, sans tomber dans le piège de ce truc de loi d'attraction, c'est-à-dire je ferme les yeux, je m'imagine mon monde parfait, et puis ça va venir vers moi, tu vois. Ouais. Trouver le juste milieu, mais cultiver aussi cette... Bien sûr. Ouais, c'est quelque chose qui est souvent débattu, hein, enfin régulièrement abordé. Euh, L'erreur à ne pas faire, je pense, c'est dire que c'est exactement la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu as un côté où tu visualises et tu passes pas à l'acte, tu bouges pas tes membres, et tu as un côté où tu visualises et tu passes à l'acte. Donc, on voit bien que c'est pas la même chose. C'est pas possible. Il n'y a pas de choses qui sont aussi absolues dans le vivant. Donc, ce qui se passe concrètement, mais là c'est vraiment l'approche neuroscientifique, comme je l'ai eu juste avant, c'est-à-dire on essaye de réduire la conscience, l'esprit à des signatures neuronales. C'est très réducteur de faire ça, hein, c'est très réducteur. C'est le seul reproche que je pourrais faire par exemple à Andrew Huberman, c'est qu'à chaque fois que tu lui présentes un fait de comportement, il va te dire « Ah bah oui, c'est tel groupe de neurones qui déclenche ça ». Mais on n'est pas que des groupes de neurones, c'est ça le truc.
C'est on est beaucoup plus large que ça. Mais bref, rien que les neurosciences, si on prend juste l'aspect neuroscientifique. En effet, quand tu visualises un mouvement, par exemple là, un mouvement que tu as l'habitude de faire, écrire. Tu fermes les yeux et tu visualises l'écriture, tu prends ton stylo, tu écris, etc. Même tu visualises la phrase, mais sans faire le geste. C'est-à-dire tu laisses tes mains sur tes jambes et tu fermes les yeux. En fait, il y a les centrales, les CPG, donc Central Pattern Generator, au centre de ton cerveau, qui vont envoyer les commandes moteurs. Qui vont dire toutes les commandes moteurs de je prends le stylo, etc., du cortex moteur et prémoteur, c'est-à-dire ce qui prévoit le mouvement, et le cortex moteur, ce qui envoie la commande. Donc ça, c'est des voies pyramidales dans le cerveau. Très concrètement, c'est des actes volontaires. Donc ça, c'est clair que c'est comme si j'envoyais la lettre, j'envoie l'email, mais derrière, il se passe rien. Donc je crée la voie, je crée le chemin, ok, mais derrière, il n'y a pas l'acte. Après, pour que ça sorte de la colonne vertébrale, que ça aille dans le système nerveux périphérique et que ça bouge un muscle, là, c'est autre chose. Donc, le joueur de piano, il va pouvoir maintenir son niveau, si c'est un bon joueur de piano, en faisant de la visualisation tout le temps, qui maintient quelque chose, mais quelque part, il perd autre chose. Hein. Le système nerveux périphérique, il n'est pas engrammé ad vitam aeternam. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est engrammé, comme dirait Ido Portal, le logiciel est téléchargé. C'est-à-dire que tu as téléchargé un logiciel, tu l'as installé sur ton ordinateur, même si tu l'utilises plus, il est sur l'ordinateur. I know Kung Fu. Neo Kung Fu. C'est clair, c'est exactement Neo. C'est pour ça que Matrix est une école. Mais le problème, c'est que dans la nature, c'est pas comme dans Matrix. On n'est pas une machine cultivée. C'est que ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Mais c'est vrai qu'au niveau du système nerveux périphérique, ça reste longtemps. Et on le sait bien, c'est-à-dire, c'est comme la fameuse expression, c'est comme le vélo. C'est vrai qu'une fois que tu sais faire du vélo, tu sais faire du vélo. C'est rare que tu désapprennes à faire du vélo, parce que le logiciel est téléchargé. Mais pour apprendre à faire du vélo, il a fallu combien de fois remonter sur le vélo et tomber, et réessayer et monter. Et c'est là où, en fait, t'envoies les commandes, mais c'est comme dans la jungle, t'es en train de défricher le terrain. Mais une fois que le terrain est là, ça passe. Donc, te visualiser en train de faire du vélo va aider à ne pas oublier à faire du vélo, comme te visualiser à jouer Chopin au piano va t'aider à ne pas oublier Chopin. Par contre, ça ne garantit pas du tout que tu l'oublies pas. Peut-être que si tu laisses passer 10 ans, les premières fois, tu vas dire, oh punaise, sur mon chemin, la jungle a repris. En fait, je vois plus le chemin. Tiens, je retiens. Et ça va être facile de le retrouver, hein. Mais tu risques de le perdre si tu attends trop longtemps. Donc voilà, en fait, faut pas dire que c'est la même chose. Hein, visualiser et faire le geste. Ce sera toujours beaucoup plus complet de visualiser et de faire le geste, mais on s'est rendu compte que les gens qui sont alités, qui peuvent pas bouger, si elles pratiquent la visualisation de courir, de marcher, de jouer au foot, etc., elles perdent moins de muscles. Parce que les muscles sont stimulés, tu vois, t'as l'envoi, mais t'as pas le geste. Donc c'est pas parfait, mais en effet, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par la visualisation, bien entendu. Ça me fait penser tu sais, l'expérience dont tu avais parlé au premier festival du congrès avec les chats. Ouais, ceux qui participent et ceux qui ne participent pas par rapport ils étaient élevés dans un endroit dans l'obscurité, donc ils n'ont pas développé la vue. Et ceux qui utilisaient leur corps pour avancer le chariot avaient développé la vision. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais vas-y. Il y a un moment dans la journée. Oui, ils allument la lumière. Ouais. De chaud, ils allument la lumière. Et ceux qui sont actifs, qui tirent le chariot, développent le système visuel, c'est-à-dire une action incarnée. On a toujours cru que la perception était quelque chose de passif, mais en fait, la perception est nourrie par l'action. La perception visuelle, elle est nourrie par le fait de marcher et d'être actif dans le monde. Alors que les chats qui sont assis sur le chariot, qui n'ont rien à faire, ils ont la lumière aussi. Ils sont censés voir l'environnement. Là, eux, ils développent pas le système visuel parce qu'ils sont assis dans le chariot et qu'ils bougent pas. Ça, donc, ça nous permet de comprendre que c'est le chemin qui nous est proposé dans la vie qui est important et que notre physiologie, elle se bâtit sur ce chemin-là. C'est pas pareil, encore une fois, c'est pas pareil de trouver soi-même la solution à un problème en allant chercher à la bibliothèque, en ouvrant des livres, en marchant, que d'ouvrir ChatGPT. Dire, mais ça fait gagner du temps. Ça fait rien gagner du tout. Ça t'empêche, en fait, d'engrammer en toi tout ton système actif, perceptif, et tout, en fait, ce qu'on est, c'est-à-dire un être humain qui est fait pour bouger. La locomotion fait partie de l'apprentissage neuronal aussi. Ça fait partie, en fait, du fait que ton système va changer. Que si on n'a pas évolué comme des oisillons dans un nid qui
qui reçoivent la béquée, qui reçoivent des choses sans effort. On a besoin d'un effort de recherche pour que ça s'engramme en nous. Et dire que c'est la même chose parce que le résultat est le même, c'est-à-dire j'ai trouvé la solution dans le livre versus j'ai trouvé dans un chat GPT, donc c'est la même chose, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut se sortir de la tête. Ouais, donc ça nous ramène toujours à ce truc de il faut avoir de l'inconfort, il faut qu'il y ait de la douleur pour la croissance. Et c'est comme finalement si la conscience, elle pouvait pas s'exprimer d'elle-même, mais elle devait s'exprimer à travers la matière, à travers, tu vois ce que je veux dire? À travers une expérience physique. Exactement, exactement. C'est là où Varela, par l'expérience des chats que je viens d'expliquer, ou par d'autres, a établi le terme d'énaction. L'énaction, c'est justement ça, c'est-à-dire c'est une action incarnée dans le monde. On est comme des sondeurs, tu sais, comme il y avait avant dans les bateaux, sur les navires, tu avais un gars à l'avant, c'était le sondeur. Il envoyait un caillou avec une corde pour sonder le fond. Et selon les coudées, il te disait, il y a tant de fond, il y a tant de coudées. Et comme ça, on savait si les récifs se rapprochaient du bateau ou pas. Maintenant, on a des sonars, mais avant, il y avait un sondeur. Et donc, ce qu'on fait du monde, notre appréciation du monde, notre compréhension qu'on en a, c'est qu'on envoie des coups de sonde comme ça. On envoie des actions incarnées. Et ce dont on en retient, ce qui nous revient en retour, c'est en fait notre compréhension du monde, notre perception, pour rejoindre ce qu'on disait au début de la conversation. C'est-à-dire, c'est pas le monde lui-même, c'est pas les couleurs vraies du monde, c'est pas la réalité ultime, c'est ce qu'on retire en fait de notre action incarnée dans le monde. C'est ça l'énaction. Et ben la conscience, c'est ça. Tu prends conscience de ton coup de sonde. Tu te dis, ah, il y a tant de fond. Puis le fond, en fait, c'est des cailloux. Ah non, j'ai plutôt senti un truc un peu sableux. Je pense que c'est du sable. Ça, tu as cette appréciation qui est très personnelle. Et c'est pour ça que certaines personnes, devant une araignée, s'en foutent, et d'autres se disent, putain, mais c'est horrible, cet insecte, j'en ai peur, tu vois. Il y a personne qui a tort ou a raison. La personne qui ressent la peur, elle a vraiment peur. Et tu peux pas le raisonner, tu peux pas dire, mais non, c'est une toute petite araignée, elle va rien te faire, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, tu sais, on a tous entendu ça, mais la personne, elle a vraiment peur. Tu peux pas lui retirer ça. C'est un coup de sonde, tu vois, dans le monde. Et notre système, dont le cerveau, va se développer selon ce coup de sonde-là. Pas du tout selon le fait de pouvoir extraire le bruit exact du coup de sonde dans l'eau. Et donc ça, ce serait une intelligence artificielle, ChatGPT, qui te donne directement, bah voilà le son, voilà la profondeur. Mais on s'en fout en fait de la profondeur. En fait, la profondeur, tout le monde s'en fout. Il faut incarner l'action si on veut que le système se développe. Il faut pas trouver la solution. En fait, là, de tout ce que tu dis, je me rends compte, et dis-moi ce que tu en penses, qu'en fait, on est dans une société d'énactés. Enfin, complètement l'énaction totale parce que, bah, en fait, on est assisté partout. On est posé le soir, on est posé sur le canapé, on regarde la télé, il y a pas de mouvement. On a accès facile sur Google pour n'importe quelle recherche. On n'a même plus à faire d'efforts pour faire des courses, on peut tout commander. Donc, en fait, on nous a complètement coupé de l'action, d'aller chercher les choses par nous-mêmes, que ce soit pour le côté physique, aller chercher de la nourriture ou aller chercher de la connaissance. Et du coup, ouais, je viens vraiment de prendre conscience des dangers, en fait, de cette société qui nous bride, en fait, ou qui nous permet plus de nous exprimer pleinement, d'exprimer pleinement la physiologie humaine qui est faite pour constamment être en mouvement, regarder son environnement et recevoir tout plein de stimuli. Mais aujourd'hui, on a trop de stimuli, mais plus assez d'action. Et du coup, qu'est-ce que ça pourrait être quoi comme conséquence ça sur le long terme, ou même maintenant, hein, quelles seraient les conséquences de fait d'avoir trop de stimuli qui vient vers nous et sans qu'il y ait suffisamment d'action? Bah, tu le vois très bien autour de nous en fait. Hein. Si t'as plus d'action incarnée, bon, on prend des exemples très concrets et très vrais que tu viens de citer, c'est-à-dire le fait de pouvoir commander sur Uber Eats à manger versus aller le chercher, rien qu'aller le chercher au supermarché et cuisiner soi-même sa nourriture, et encore plus loin, chasser soi-même ou pêcher sa nourriture ou cueillir sa nourriture. Il y a un ami là, il y a peu de temps, qui est descendu donc pour le congrès, qui est parisien, qui est descendu pour le congrès du potentiel humain, donc dans la région de Nîmes. Donc c'est vrai que ça en est plus en nature, quoi. Il m'a dit, pour la première fois de ma vie, j'ai cueilli un fruit d'un arbre, une prune, et je l'ai mangé. Première fois de ma vie, t'imagines? Mais là, en fait, il y a un truc qui est fou, quoi. Ton système, tu te rends compte comme il intègre plein de nouvelles informations. C'est-à-dire, tu prends toi-même avec tes mains, tu mets directement dans la bouche depuis un arbre, toute la symbolique qu'il y a derrière, toute la magie aussi, le côté émerveillement, etc. Et là, le cerveau, il s'allume dans tous les sens. C'est-à-dire,
C'est plus du tout, j'ouvre un sachet plastique et je me pose même plus la question. C'est là où le terme de conscience est important. C'est je ne prends même plus conscience de mon acte. Je suis le chat dans le chariot. Et je laisse les choses arriver dans ma vie. Donc, tu fais ça au niveau alimentaire, c'est terrible parce qu'il n'y a pas de préparation à la bouffe. T'as pas de phase céphalique, qu'on appelle ça. Donc, t'as pas le cerveau qui est en train d'anticiper qu'on va manger. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'effort. Et Huberman le dit souvent, les séries qu'il a faites de vidéos sur les voies dopaminergiques au début de son podcast sont brillantes. Il nous dit, une société qui vous donne la récompense sans l'effort est une société mortifère. C'est-à-dire, ça détruit les individus que de donner la récompense sans qu'il y ait d'effort. Tout à l'heure, tu as dit, il faut qu'il y ait douleur, il faut qu'il y ait, etc. Moi, je préfère le mot d'effort. C'est-à-dire, il faut fournir quelque chose pour recevoir. Tu reçois sans fournir, ça te détruit, en fait, un organisme. Donc, on peut le voir au niveau donc métabolique. Tous les problèmes d'alimentation seraient, à mon avis, peut-être pas tous, peut-être 90%, seraient réglés, même si on change pas la nature de la bouffe, mais si on forçait les gens, en fait, à aller chercher eux-mêmes leur nourriture, quelque part, ailleurs, et la cuisiner eux-mêmes. Et on le sait bien. Je pense que toi aussi, tu as déjà passé des soirées où, entre amis, tu cuisines pour tes amis, tu fais des barbecues de l'enfer et tout, et même si la bouffe est, en termes de qualité, tu vois, tu t'attaches au côté matériel, c'est nul. Les aliments sont pas bons, quoi. Tu vois. Mais tu passes tellement une bonne soirée, et c'est toi-même qui bouffe, ton côté émotionnel, côté ressenti, tu as les odeurs, etc., que tu digères parfaitement bien, le lendemain tu sens impeccable, t'as aucun problème. Donc on peut pas avoir une pensée réductionniste et matérialiste sur la chose en tant que telle. C'est toujours une personne qui incarne une action et qui a une relation avec ça. Donc il y a ça. Et puis après, tu peux prendre un autre exemple comme ça, très facile, c'est la locomotion. Slim, qu'est-ce qu'il nous a dit dans son atelier? Vous êtes nuls. Vous êtes nuls. C'est-à-dire, sorti d'une ligne, vous savez juste faire ça, ou des deadlifts, ou des tractions. Vous êtes toujours dans le même plan, et si je vous demande un peu de coordination, de bouger les pieds, etc., tout d'un coup, vous êtes aux fraises. Donc, une société qui t'enjoint, en fait, à marcher tout droit, ou à être assis, ou courir, ou à être assis, ou aller à la salle de muscu et être sur des machines guidées, fait que l'être humain n'est plus du tout fonctionné au niveau physique. Il n'y a plus de coordination, il n'y a plus d'improvisation, il n'y a aucune capacité de danser, d'être en rythme, d'être coordonné, etc., etc. Donc tu vois que t'enlèves tout ça, et toi tu le sais très bien, remise à la terre, tu mets les chaussures des pieds dans les chaussures, ben, t'enlèves toute la proprioception au niveau du sol, au niveau du système vestibulaire aussi, au niveau du sens de l'équilibre. Tu vois, les problèmes de santé, pour te dire, tu m'as demandé quelles conséquences il y aurait à enlever dans la société l'effort et l'action incarnée, ben, c'est tous les problèmes de société, métaboliques, de santé, comportementaux, que tu vois actuellement. Et le manque de conscience aussi, c'est-à-dire le manque de méta-analyse, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, capacité à prendre du recul par rapport à ses propres actes. Tout simplement, il n'y a pas la bulle d'espace-temps nécessaire dans le quotidien des gens. C'est rempli. Du matin au soir, tu as le boulot, les enfants, les soucis d'argent, ceci, cela. Et donc, ils n'ont pas l'espace-temps nécessaire pour juste prendre un pas de recul. Nous, on s'est construit un quotidien où on peut avoir ça. C'est un luxe qu'on s'est construit. Je dis luxe, mais c'est quelque chose que nous, on a choisi. C'est-à-dire, ok, maintenant, j'accepte de devoir prendre ma liberté et donc mes responsabilités. Je fais un gros saut en avant pour aller à contre-courant de la société actuelle, parce que je crois en mes valeurs, et aussi je crois aussi en la puissance de ce silence, cette bulle, pour pouvoir m'auto-analyser, me regarder et choisir en conscience mes choix et mes décisions et mes réflexions. Mais sans ça, c'est compliqué de se rendre compte de l'aberration du monde dans lequel on vit. Oui, en fait, il faut vraiment s'extraire pour se rendre compte, parce que c'est quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dans le truc, en fait, tu le vois pas. Bien sûr. Moi, c'est quand tu vois, bah là, quand je suis allé au congrès du potentiel humain, où toute ma routine change. Ensuite, j'ai enchaîné sur le congrès de la médecine intégrative dans le Jura, où je suis parti avec Sébastien, celui qui fait des appareils de mise à la terre. Donc, j'ai rencontré plein de monde. On avait les pieds dans la boue parce qu'il pleuvait. On était totalement sortis de mon contexte. Et c'est là, en fait, où quand tu repenses à ta routine quotidienne, tu dis, en fait, je suis un robot. Enfin, je réfléchis pas. La plupart du temps, je suis pas conscient, en fait. Ouais. On fait les choses, voilà, tu te réveilles le matin, tu t'habilles de la même manière, tu fais la même routine dans le même sens, sans te poser la question. Et en fait, on perd en conscience. Et le fait d'être dans un environnement qui nous coupe totalement de la routine, en fait, ça nous permet de remettre de la conscience sur ce qu'on fait, sur nos ressentis. Et en fait, je me redécouvre à chaque fois,
comme je l'ai fait avec le stop l'année dernière. Mais dès que je fais ces gros 90 degrés dans ma vie ou ces gros virages et que je vais dans la volatilité, bah, en fait, je deviens plus conscient. Ouais. Et c'est ça que je t'ai dit en début de podcast, c'est que du coup, je me sens plus vivant. Parce que vu qu'on est conscient de ce qu'on fait, contrairement au mode de vie routinier où tu fais les choses tellement d'une manière robotique que la conscience, elle est même pas là. C'est-à-dire que tu es capable de faire un truc et de penser à autre chose, à qu'est-ce que il me reste quoi dans le frigo, que pour moi, ça, c'est, comme tu le dis très souvent, c'est mortifère, c'est la non-vie. Et du coup, c'est important, du coup, ça me fait prendre conscience que c'est encore plus important d'avoir de la conscience quotidiennement, même dans notre routine, tu vois. De se mettre des rappels comme ça de, est-ce que je fais les choses en conscience? Et des fois, je prends mon téléphone, je vais le prendre 10 fois dans la journée pour rien, en fait. Et des fois, ce matin, je me suis engueulé, j'ai pris le téléphone comme ça, je dis, t'arrêtes avec ce putain de téléphone, et je l'ai déposé, je dis, tu m'énerves. Tu vois, des fois, je me parle comme ça, parce que je me rends compte que je le déverrouille je sais pas combien de temps, pour regarder de rien, en fait, tu vois, regarder si j'ai un message ou quoi. Et des fois, quand je remets de la conscience, je me dis, hop, t'es en train de faire quoi? Arrête ça. Mais c'est toujours l'histoire du cheval, tu vois, le cheval, t'es sur un cheval, puis là, il est attiré par une odeur, hop, tu le ramènes. Et en fait, c'est constamment ça, la pratique méditative, la conscience, c'est d'être dans cette présence en permanence. Comme dirait Steve, moment par moment. C'est ça. Accepter l'impermanence, que tout va, même nos pensées, même notre attention, ça va bifurquer, ça va partir sur autre chose. L'image du cheval, elle est très très juste. Et hop, hop, hop. Mais l'important, c'est pas, ça, il faut pas le juger. Il faut pas se dire, ah, je suis nul. Ah, je suis nul, je bifurque sans arrêt. C'est juste, je m'entraîne toujours un peu plus à revenir au centre. Et tant que je m'entraîne à revenir au centre, c'est bon. Et on devient sans doute meilleur de jour en jour à le faire, mais tu vois, les pratiquants, les grands pratiquants de méditation, quand tu fais du vipassana ou quoi, et que au tout début, tu arrives à faire cette extraction de... Il te semble ne penser à rien, c'est-à-dire comme si tu avais un vide, quoi, dire ah, pendant 5 minutes, là, franchement, j'étais parti, j'étais plus là. C'était profond, waouh. Et les jours passent, et généralement, ceux qui prennent en grade, ceux qui s'améliorent, finissent par dire au maître, j'y arrive plus. C'est-à-dire, j'y arrive plus, quoi. Je papillonne sans arrêt. J'arrive plus à ne pas papillonner, quoi. À rester focus sur ma respiration, rester focus sur mon support d'attention. Et en fait, pour le maître, ça, c'est une progression. C'est-à-dire que t'as augmenté ton éclairage sur les mécanismes de ton esprit. Et tu les vois d'autant mieux. Et tu vois, en fait, toutes les fois où le cheval bouge le nez. Okay, Avant, tu voyais pas. Tu pensais que le cheval ne bouge pas. Et t'es tellement devenu bon à pratiquer ton regard éclairant que tu vois le cheval maintenant faire tac, 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 tac. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que t'as amélioré. Ok, d'accord. Et il faut, voilà. Donc, c'est ça, je pense que c'est une leçon d'humilité de, enfin, des gens, tu sais, l'éveil bouddhiste, paraît-il que les éveillés, les vrais éveillés, en fait, sur la Terre, il y en a très très peu. On dit, lui c'est un maître, il a pratiqué la méditation, mais un éveillé qui est capable véritablement de faire abstraction de tout, sans doute qu'il doit en avoir, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi. Sinon, on est tous, en fait, à cette état-là, cette étape, d'observer notre impermanence, l'impermanence de nos idées, de notre attention, etc. Et c'est déjà beaucoup, en fait. C'est déjà énorme. Ça nous permet sans doute d'avoir, encore une fois, beaucoup plus de conscience dans nos actes, d'être non plus, comme on le voit autour de nous dans les grandes villes ou partout ailleurs, désincarné. C'est exactement le terme qu'il faudrait utiliser pour, tu vois, ce fait de faire des choses machinalement sans y penser, mais de replacer l'incarnation, replacer la conscience derrière nos actes, de dire là, je suis vraiment en train de prendre mon portable pour la 50e fois de la journée. Stop, ça suffit, ça sert à rien. Va te balader et tu laisses ton portable à la maison. Et bien ça, ce raisonnement-là, c'est difficile pour monsieur et madame tout le monde, quand, encore une fois, tu as un boulot, 3 enfants, et tu cumules les jobs, etc. Et je comprends très bien que ce soit difficile. Mais il faut, je pense, des porte-paroles comme toi, qui vont dire les choses, qui vont dire, écoutez, réfléchissez, prenez un petit temps de silence et regardez un petit peu, mettez un peu de conscience sur vos actes. Vous allez voir, ça fait du bien. Et là, t'embrayes un cercle vertueux qui va lui faire réfléchir à son boulot, ce qu'elle dit à ses enfants, etc., etc., etc. Wow, merci beaucoup parce que c'est, tu vois, ce matin, justement, j'étais en train de me fouetter, en train de me dire, mais putain, mais ça fait 10 ans que tu médites, que t'es dans la conscience, tout ça, la méditation, c'est quasiment mon quotidien, et tu passes encore ton temps à ouvrir 50 fois ton téléphone dans la journée, et je m'en voulais, tu vois. Mais du coup, ça fait du bien de se dire, en fait, c'est le process. Ouais. C'est le process, il n'y a pas à juger.
Et je pense qu'avec le temps, bah, ça va s'améliorer, ou je vais lâcher de temps en temps le truc, quoi. Donc, c'est Ouais, cool. bien sûr. Moi, ça me fait toujours penser aux gens qui ont côtoyé le Dalai Lama, dont Mathieu Ricard, qui était son interprète avant, et qui disait, mais vous pensez que Dalai Lama, c'est un petit nuage qui est toujours gentil, qui est toujours calme, mais c'est un dragon, le type. Si vous arrivez en retard à un rendez-vous, il vous engueule, quoi. Il perd pied, quoi, tu vois. Je crois qu'il va gérer toutes ses émotions, mais tu rigoles ou quoi? Il s'énerve. Après, il va s'excuser, tu vois. En fait, c'est un être humain. On est tous des êtres humains. Faut arrêter de croire que il faut toucher à un point où tout nous est, comment dire, on fait des pas de recul partout, on est complètement désincarné, encore une fois, sans émotion, on gère toutes nos émotions qu'on réprime. Absolument pas. Mais vous rigolez ou quoi? Mm. Qui est capable de faire ça? Et je pense même pas que ce soit souhaitable. Donc, Ouais. Ça enlève encore une fois beaucoup de culpabilité, de poids, de se dire, tu vois, bah, parce que même moi, tu vois, là j'ai travaillé sur ça, mais que ce soit toi, Pierre ou Steve, Pierre ou Slim, j'avais tendance à vous placer sur un piédestal en disant, eux, c'est les sensei, ils sont tout équilibrés parfaitement dans leur vie, ils ont la communauté, ils ont le physique, ils ont la philosophie, tu vois, ils ont tout ça. Et j'ai tendance à me comparer, tu vois, à me dire, ah, putain, j'en suis pas là. Euh, et de se dire, en fait, que bah, même vous, enfin, d'enlever ce truc de se dire, bah, eux aussi, ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Je les connais pas tous, mais c'est un être humain, tu vois. Et juste de vous descendre du piédestal en disant, en fait, de faire ce travail, de vous mettre au même pied d'égalité. hmm. Parce que du coup, sinon, je peux pas apprendre de vous. Je vous projette comme un fantasme, comme un idéal à atteindre qui n'existe pas. Hmm. Et en fait, c'est le meilleur moyen pour bah, s'en vouloir à vie parce qu'on n'atteindra jamais quelque chose qui est pas possible. C'est-à-dire tu vois, une espèce de sagesse ultime, cette espèce de moine chaste qui fait aucun faux pas, tu vois. Clair. Terrible. Surtout me pas sur un piédestal, mon cher ami. Vraiment, je suis content d'être ton égal et j'en suis très fier aussi. Euh, je pense que les leçons de tous les âges, de toutes les époques, elles ont été les mêmes. Pour moi, Socrate m'a beaucoup impacté, mais quand l'oracle de Delphes lui dit vous êtes l'homme le plus intelligent au monde, il accepte pas. Il dit ben non, arrêtez, c'est pas vrai. Il y a des hommes partout, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont plus intelligents que moi, j'accepte pas. Et il rentre et il réfléchit à ça. Et finalement, il finit par accepter cette idée-là, cette proposition, enfin, voilà, le fait qu'on lui ait dit ça, que ce soit l'oracle de Delphes qui le dit. Et c'est là où il pond le connais-toi toi-même. C'est-à-dire que, en fait, il est sans doute l'homme le plus intelligent du monde parce qu'il sait ce qu'il ne sait pas. Il est Hmm. conscient de ce qu'il ne sait pas. Donc il est conscient de son imperfection. Il est conscient, tu vois, à partir du moment où... Et c'est pareil pour les autres. Il faut bien être conscient qu'ils sont complètement imparfaits. Je suis complètement imparfait. J'ai écrit des livres sur mes défauts. Je peux te donner, c'est un dictionnaire entier. Mais c'est ça aussi. C'est se rendre compte que... Et c'est ça qui est beau aussi. C'est-à-dire que moi, mes mentors, les gens voilà, j'idéalise, que j'aime énormément, j'ai pu voir dans les moments privés, évidemment, tous leurs défauts. Mais j'étais content de voir ça. Moi, j'aime bien, tu vois, voir ça. Bien que l'un il sait pas trop bien se comporter avec sa femme, j'aime bien voir que physiquement ou du côté de la bouffe ça fait n'importe quoi. J'aime bien voir ça, les travers des autres, parce que ça le rend vachement humain et donc Ouais. attachant. Hmm. Donc ouais, non, c'est surtout pas croire que les gens qui sont plus avancés sur certains chemins, à mon avis il y a plein de chemins, de domaines où tu es beaucoup plus avancé que moi et que tu deviendras mon sensei. Et ben ces gens-là sont complètement imparfaits en fait. Ça fait du bien à en prendre conscience. Euh, On avait dit 1 heure, je sais pas s'il te reste un peu de temps ou si tu as un impératif. Oh bah vas-y, si on termine dans quelques minutes, c'est parfait. Ok. Parce que je voulais te poser une dernière question et après t'envoyer sur la dernière partie du podcast et parler aussi de réveil, de l'événement qu'il y aura cet été avec Steve. Ouais. Et, euh, et ma question aussi, c'est toujours en lien avec la conscience, finalement, c'est la notion de croyance. Mhm. Et le fait, en fait, que je vais donner un exemple. Tu sais, t'as déjà entendu la croyance que il y a un peuple, une tribu spirituelle, je ne sais plus où, qui, dans un état de transe connecté avec un dieu, sont capables de boire de la strychnine ou de se faire mordre par un serpent et n'ont aucun effet. Tu as aussi, par exemple, la personne qui a eu, ça a été d'ailleurs repris dans un film, qui a eu 24 personnalités. Hmm. Il y a une personnalité qui a un diabète et quand elle exprime un autre trait de personnalité, le diabète, il n'y a plus aucun symptôme. Du coup, ma question que je te pose, c'est jusqu'où peut aller la croyance? Hmm. Tu vois, est-ce que par exemple, comme dans le film Split, je sais pas si tu l'as vu,
Alors, alerte spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film. Quand il devient le 24e personnage, donc la bête à la fin, il est capable de tordre des barrières, des barres, il est capable d'arrêter des balles. Ma question c'est, est-ce que tu penses qu'avec notre croyance, on peut aller jusque-là? Est-ce que Hmm. l'être humain est capable de transcender les lois connues de la matière et avec sa conscience se créer peut-être presque devenir, tu vois, des demi-dieux, des choses comme ça? Hmm. Ah, je serais bien présomptueux de donner une réponse quand même arrêtée. Euh, Ce qui est certain, c'est que que peut l'esprit, c'est souvent une réflexion qu'a Étienne Klein. Il a fait pas mal de podcasts par rapport à ça, en recevant, il est fan d'alpinisme, Étienne Klein, même si c'est un grand physicien. Et il recevait des alpinistes, il disait, mais comment vous faites pour affronter de telles épreuves, tu vois, et tenir à la force du mental? Tu as cité Mike Horn tout à l'heure, où il perd ses doigts dans la neige, après il retourne. Enfin, je me dis, mais on en est où là, tu vois? On en est où dans ce que peut faire l'esprit, tu vois? Et en effet, bah, l'effet Bannister, donc de Bannister, le coureur à pied, c'est typiquement ça. C'est tout le monde croit. Donc la croyance, c'est on peut pas courir le miles en moins de 4 minutes. Et il y en a un qui ne croit pas. Il dit bah, moi non, fuck, ce que vous dites là, c'est pas vrai. Moi je vais le battre. Il bat le record et après, bah, comme il a cassé la croyance, 6 mois plus tard, t'as 30 coureurs qui le battent ce record-là. Alors que personne ne l'avait jamais battu avant parce que tout le monde croyait que c'était impossible. Euh, donc c'est ouais, je pense qu'on sous-estime la capacité que l'on a, mais est-ce que le fait de libérer ses croyances nous permet d'avoir des pouvoirs surhumains, ou est-ce que libérer ses croyances nous permet juste d'atteindre notre plein potentiel? Hmm. Que d'habitude on n'est pas à 100%, que d'habitude on est à 50%, et qu'en fait ce plein potentiel c'est justement le moment où je suis capable d'avoir une force décuplée, d'avoir une endurance infinie, comme le dit David Goggins dans ses courses à pied, c'est-à-dire quand il a cassé les barrières mentales, il a déverrouillé 30%. Il disait c'est la règle des 70%, moi je suis allé voir à 100%, c'est là où il a couru des Ironman ou des longues courses en étant blessé à la cheville, ce genre de choses. Euh, donc je serais bien incapable de te dire l'un ou l'autre, est-ce que c'est des pouvoirs surhumains qui dépassent la condition humaine, qui tapent encore une fois, une source d'énergie extérieure à nous qui serait infinie et on serait capable d'aller puiser là-dedans pour la faire nôtre, comme une source extérieure et qui nous rendrait surhumains, ou est-ce que c'est simplement que notre potentiel là, on le bride sans le savoir? On le bride, voilà. Difficile, hein, mais en effet, toutes les expériences qui portent sur ce qui passe aux gens, c'est l'effet placebo et nocebo, qui Ouais. portent sur ces effets-là. C'est-à-dire, tu fais croire aux gens que la boisson est très sucrée, contient X quantité de calories, de kilocalories. Tu lui dis ça, et ben, tu as le pancréas qui va sécréter l'insuline nécessaire pour cette croyance-là. Et en fait, il n'y avait que de l'eau, il y avait zéro calorie dedans. Et inversement, tu dis, dans cette eau-là, il y a un truc très riche, etc. En fait, c'est que de l'eau. Et en fait, la personne réagit. Le grand spécialiste de l'effet placebo et nocebo, c'est l'italien Benedetti, si tu veux lire son livre sur le placebo. C'est incroyable, les tests qu'ils font. Incroyable. Ils sont amusés. Ils disent pas aux diabétiques qu'ils ont envoyé l'insuline. Le corps réagit quand même. Ils injectent même pas de l'insuline et ça fait pareil. Enfin, s'ils disent pas, le pancréas ne travaille pas, mais c'est des trucs complètement ouf, tu vois. La croyance. Si le médecin rentre dans la pièce, ça change tout. C'est-à-dire la relation de confiance, de dire ah, il y a un médecin qui vient prendre soin de moi. Toute la physiologie Hmm. s'adapte. Et là, tu commences à dire mais attends, si c'est ça, si c'est le cadre, l'environnement qui est important, pourquoi on les met dans des pièces blanches sans fenêtre? Ils C'est pourraient vrai. être sur les pieds dans l'herbe, entourés de la famille. Là, ça changerait tout pour le processus de guérison, etc., etc. Donc c'est en effet, on reboucle toujours avec notre conversation du début, mais ça replace toujours le fait qu'il n'y a pas d'absolu dans le monde. Il n'y a pas la maladie qui existe en tant que telle. C'est toujours une personne subjectivement qui est malade, et que cette personne-là ne peut pas être réduite à son pancréas ou à son foie. C'est une globalité dont les relations sociales font partie, dont les croyances internes font partie, et que c'est tout ça qu'il faut prendre en compte si on veut, par exemple, guérir ou étudier son plein potentiel. Et que je suis sûr qu'un genre, on s'extasie devant un Usain Bolt ou Matt Fraser dans le CrossFit ou Roger Federer dans le tennis, sans rarement en fait parler de l'entourage familial, du soutien qu'ils ont,
de tout le reste, en fait, tu vois, qui est, à mon avis, le point central de leur Hmm. performance. Oh, génial. Ça me fait penser aussi en ce moment, tu sais, je lis un vieux livre là de Paul Carton sur la doctrine d'Hippocrate. Ouais. Et en fait, il en parlait déjà, il disait que le médecin, en fait, c'est un art à développer. C'est-à-dire qu'il y aura toujours l'adaptation selon la personne, selon l'environnement, et c'est jamais figé. Et Mm. Hippocrate, il avait déjà compris ça, tu vois, dans le cadre de la médecine. Et je trouve ça juste incroyable parce qu'à chaque fois, en fait, tu découvres des choses et tu découvres que tu sais rien, et c'est infini. Exactement. Ta connaissance s'installe comme un silence entouré, comme le dirait Pitbull, et que j'avais dit dans la conférence, et plus je sais, plus je me rends compte de ce que je ne sais pas. Donc la zone d'ombre, notre incomplétude augmente au fur et à mesure qu'on accumule du savoir qui s'inscrit autour du silence. Et c'est ça en Hmm. fait qui vaut, c'est-à-dire il n'y a pas de clôture à cette représentation. Ceux qui essayent de clôturer ça en essayant de boucher la zone d'ombre en mettant une divinité ou un dieu, ça s'appelle une religion, font fausse route pour moi. C'est bien l'incomplétude, c'est bien la zone d'ombre, elle ne doit pas nous faire peur. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Je vais t'emmener sur la dernière partie du podcast. Et du coup, j'aimerais que tu nous parles de cet événement qui va y avoir lieu en août avec Steph Jancis, Ouais. l'événement Réveil. Hmm. Parce que là, on a parlé pas mal de conscience dans ce podcast et ça va être justement la thématique de cet événement. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça va se dérouler? C'est quoi un petit peu le projet? Ouais, le projet, bon bah c'est vrai qu'on a parlé dans ce podcast de conscience, donc c'est exactement ça. On a appelé ça conscience et méditation. Le projet, c'est de donner un maximum d'outils euh, pour rendre les gens autonomes en termes de méditation et de compréhension de la conscience. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête, dans l'esprit? Comment l'être humain a étudié les mécanismes de l'esprit jusqu'à maintenant, surtout avec un focus sur le bouddhisme, les sciences et les sciences cognitives occidentales au XXe siècle. Ça va être mon job de faire des conférences là-dessus. Et maintenant, l'état actuel de la recherche, dont les ouvertures que peuvent nous proposer la physique quantique. Voilà. Faire un topo, comme je disais au début, pour que les gens aient un maximum de billes de compréhension sur ce qui se passe dans l'esprit, et en particulier, qu'est-ce que la conscience. Et Steve, lui, va proposer des ateliers pratiques. Donc, méditation, introspection, différents types de méditation, comme tu as pu expérimenter durant le congrès. Donc, tu as pu voir à quel point Steve, c'est le meilleur. C'est-à-dire, tu avais Ah oui, 130 personnes qui méditaient, il n'y avait pas un bruit. incroyable. Personne sait faire ça. C'est ce que je lui ai dit, mais moi, je suis incapable de suivre généralement une voie de méditation. C'est soit je médite tout seul, soit je médite tout seul. C'est-à-dire, quand j'ai quelqu'un qui me parle pour me dire, maintenant tu vas fermer les yeux, concentrer sur ta respiration et tout, ça me sort en fait. J'arrive pas. La voix me perturbe, etc. Steve, il m'embarque. Je sais pas comment il fait. Là, il embarque 100 personnes comme ça. Incroyable, Incroyable. ouais. C'est incroyable. Donc il est trop fort et donc on va essayer de faire ça si les Jeux Olympiques nous le permettent et si le théâtre est prêt, parce qu'il est en pleine rénovation. Donc on va essayer de faire ça au théâtre d'Onou, à Place de l'Opéra, à Paris, le 24 et le 25 août. Et si c'est pas au théâtre d'Onou, et si c'est pas le 24 et 25 août, on décalera, on fera ailleurs, on fera un autre moment. Mais en tout cas, réveil, on veut travailler ensemble et vous proposer ça, parce que dans ces temps de désarroi et de difficultés, je pense que c'est important d'avoir ces outils-là au niveau psychique, intellectuel et spirituel, pour pouvoir vraiment naviguer à travers des mauvaises nouvelles, à travers les épreuves de la vie, à travers tout ça. 24 et 25 août à Paris, et de toute façon, on vous tient au courant sur les réseaux de tout ça. Super. De toute façon, je mettrai aussi les liens vers le programme. Ouais. Je crois que t'en parles sur ta newsletter, j'imagine. Oui, bien sûr. Ouais. Bah, tu me donneras les liens, comme ça je mettrai tout ça en vidéo, en description, comme ça les gens ils pourront aller voir. Donc Génial. ça va être phénoménal, Ah, on j'imagine. va s'amuser, bien sûr. Je t'emmène sur la dernière partie, je vais juste te poser quelques questions très rapides, comme ça se fait beaucoup dans les podcasts. Ouais. Et déjà, je vais te demander, est-ce que tu as un invité à me recommander, hormis tous les sensei? Ouais. Julien Pinot, tu as déjà contacté? Non, Julien, c'est je note. sympa. Julien, il est comme les gens que je respecte beaucoup, comme Frédéric Delavier, comme d'autres. C'est des gens qui sont capables, qui ont fourni une pensée originale.
Même si leur système propose, tu peux le critiquer, tu peux l'attaquer sur plein de points, tu peux dire, ah, je suis pas d'accord sur ça et ça. C'est des gens, à partir, pardon, de leur propre pensée, par contre, ils te proposent un truc nouveau, un protocole, une pensée originale, tu vois, un système. Et ça, je trouve que c'est une marque d'intelligence. Donc, ouais, Julien, je te verrais bien interviewer. Ok, super. En plus, j'avais déjà écouté quelques podcasts et notamment le fait je crois qu'il mange toutes ses protéines à la fin de la journée. Il y a une histoire comme ça par rapport à ses entraînements physiques. Donc, j'imagine que tu parles de ça notamment. Ouais. Ouais, voilà, entre autres, l'aspect alimentaire de Strong Fit est super intéressant. Super, merci beaucoup. Ok. J'ai une autre question. Alors ça, c'est la nouvelle tradition du podcast, c'est-à-dire que je demande à l'invité d'avant de poser une question pour l'invité d'après, Ah, excellent. sachant que les deux ne savent pas qui ils sont. Ouais, ouais. Donc ça peut donner des questions qui ont aucun rapport avec le sujet du podcast. Du coup, la question c'est quel est ton pourquoi profond, pourquoi tu fais ce que tu fais? Euh, Moi, je fais ce que je fais pour m'amuser. Waouh, un vrai pirate. Ouais, ouais, mais oui. Euh, Franchement, je vais pas plus loin. Je vais pas plus loin parce que je fais pas ça pour faire plaisir aux gens, je fais pas ça pour sauver la planète. Si ça sauve la planète, je suis très content. Si les gens prennent mon message et qu'ils font sien, qu'ils deviennent autonomes, c'est génial. Mais si je m'attache à cet objectif-là, si je dis par exemple je veux sauver la planète, je serai triste le jour où je sauverai pas la planète. Je serai triste le jour où je Hmm. verrai des gens tristes aussi. Je m'attache pas à ça. Je fais mon job. J'essaie de le faire du mieux Oh, que je peux en prenant du plaisir. rien d'autre à dire, magnifique. Et puis pour conclure, comme en introduction, on a fait le petit tour d'inclusion. Ouais. Et maintenant, c'est le petit tour, on va dire, le petit check-out, c'est qu'est-ce que tu en as tiré de cette discussion? Excellent. Bah, je me suis régalé. Comme toujours dans nos interactions, je pense qu'on est alignés tous les deux et je vois la même bienveillance chez toi que chez les autres frères de Lumière qu'on a pu citer dans ce podcast. Euh, Tu vois, j'ai enregistré avec ton ami Benjamin pour le Holistic Way. Je l'ai regardé hier, le podcast, ouais. Ah ouais Il est avec incroyable. Julius, je sais plus, c'était vendredi ou je sais plus. Ouais, vendredi, je crois. J'ai été interviewé par François Benavente hier. C'est toujours un plaisir, je veux dire, de discuter avec des frères comme ça, quoi, parce que je sais pas, je trouve c'est vraiment une nourriture. On- Vraiment, on se sent bien et comme au congrès, tous les gens disaient, mais enfin, je peux discuter avec des gens qui me ressemblent, tu vois. Eh ben, c'est simplement joyeux. Et quand je t'ai répondu tout à l'heure à ta question en disant, je fais ce que je fais parce que je m'amuse, tu vois, et ça m'éclate. Ça fait partie des choses qui m'amusent profondément. Je suis vraiment content de le faire. Donc, voilà. Wow, trop bien. Et moi, du coup, pour faire mon petit check-out, c'est la même chose que toi. C'est vraiment un plaisir à chaque fois d'avoir ce genre de discussion. Et je trouve qu'à chaque fois, tu vois, en plus, c'est des podcasts qui sont pas préparés. Il n'y a pas de questions, tu vois, bien, qu'est-ce que, hein. C'est qu'en fait, j'ai l'impression que quand il y a deux personnes qui rentrent en contact pour une discussion, il y a une troisième conscience qui émerge. C'est-à-dire que le lien qu'on a créé là, ça m'a permis des fois de développer des idées que je n'aurais jamais pu développer moi-même à travers un podcast ou même en écrivant des fois à moi-même. Et c'est la réflexion que je me fais des fois avec un autre ami où on a des discussions quand même assez profondes et philosophiques et des fois je me dis putain je viens de dire ça, putain c'est ouf là je viens de tu vois des espèces d'eureka de dire putain j'aurais jamais pensé développer cet état et moi j'adore ça me nourrit Mhm. et encore une fois pour moi t'es comme un mentor, je prends beaucoup aussi inspiration de toi et de tout ce que tu fais depuis toutes ces années. Au début, j'ai commencé avec Verisme TV, à prendre des notes sur ce que tu donnais avec Jean-Louis. Et je vois en fait à quel point t'es toujours autant aligné, bienveillant, authentique. Et en fait, ça me fait du bien parce que même si je te disais tout à l'heure que on a tendance à idéaliser les personnes, mais en fait, je me rends compte que ça, c'est possible en fait. L'être humain, il peut être bon, il peut être aligné, droit dans ses bottes et rester comme ça, tu vois. Mhm. Merci pour ces si gentils mots. Tu l'incarnes aussi extrêmement bien derrière ton sourire, hein, très sincèrement. Et c'est pas en disant ça qu'on pense que l'autre est parfait. Bien au contraire. Je pense il a toute sa complexité. Mais je pense que l'important pour nous qui prenons la parole publiquement, c'est de rester sincère. Nous montrer tel qu'on est vraiment et pas cacher des Mm. choses. Ouais. J'ai souvent eu des convenus.
en allant fouiller justement derrière les gens publics, des personnalités publiques, et se rendre compte qu'en off, en fait, ça fait le contraire que quand ils sont sur scène ou quand ils se présentent, tu vois, aux gens. Et ça me fait peur. Moi, je veux surtout pas être cette personne-là. Je suis content quand les gens me disent, en fait, t'es le même en off que en on, quoi. Et je pense très sincèrement que c'est pareil pour toi, quoi. On a les mêmes discussions qu'on vient d'avoir là quand on se Ouais, rencontre ailleurs, quoi, et qu'on est en privé. c'est vrai. Et d'ailleurs, je te l'ai pas dit, mais par rapport au fait alors que quand je parlais des mentors, tu vois, par exemple, quand je suis au congrès, toi, Steve et Slim, par exemple, je vous ai à l'œil, genre, je regarde vos moindres faits et gestes. Vous êtes les mentors, je veux voir, tu vois, le truc, tu vois. Et en fait, je vois que vous êtes vraiment, alors après, vous êtes en public, tout ça, mais je vois quand même votre authenticité, vous dégagez un truc qui rayonne, tu vois. Mais j'ai toujours un œil de dire, je check le mentor, tu vois. On est des enfants, hein. Franchement, ma copine, Ouais. Joy, tu la connais, tu l'as Hmm. rencontrée. Elle disait, vous êtes des enfants avec des muscles. Elle dit, parce que on est insupportable. On rit, on est vraiment des enfants. Et je pense que, ouais, on sait pas faire autrement. C'est même pas qu'on essaye de cacher des trucs, c'est qu'on sait pas faire autrement. On est Ouais, il y a juste- pas à cacher, en fait. ouais, ouais. Ouais. C'est comme en fait, ouais, c'est ça, vous êtes des enfants. Un enfant, il se cache pas, Ouais, c'est il est ça. spontané, et c'est ce que je vois, en fait, de vous trois. Mm. Et, ouais, vous éclatez, en fait. Et C'est pas- il faut garder cette âme d'enfant, hein, jusqu'à la mort. c'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce temps. Et puis, bah, on se revoit bientôt, hein. À très vite, c'est clair. On se lâche pas. Ouais.